Voilà, donc aujourd'hui, on va regarder des développements un petit peu particuliers sur les stémanes. Après, donc, des réponses soit les chassés-croisés, les sous-Texas et tout un tas de bidules dans ce genre-là, qui méritent peut-être aussi de vérifier donc, les connaissances. Alors, j'espère que comme je l'ai fait voilà, un petit peu à l'arrache, j'espère que je n'ai pas fait de bêtises. Alors, on commence par cette main-là. Donc, votre partenaire ouvre d'un 100 atout et vous avez donc une main 5-4 majeure de la zone de manche. Alors, qu'est-ce que vous répondez sur l'ouverture d'un 100 atout avec ces mains-là? Alors, hop, que je me mette bien. Voilà. Hein, donc, vous savez, voilà, très bien. Donc, bon, tout le monde donne la bonne réponse. OK, donc on donne priorité au stéman quand on est avec les 5-4 majeurs de la zone au moins espoir de manche. Hein, si on est dans la zone en dessous, donc la zone faible, on fait un Texas pour la majeure cinquième pour s'arrêter. On n'a pas les moyens de faire un stéman. Donc on fait un stéman. Et là-dessus, votre partenaire répond 2 carreaux. Donc il n'a pas de majeur. Voilà, donc on va utiliser la convention qu'on appelle donc le chassé-croisé. D'accord. Donc on va nommer la majeure qu'on n'a pas, enfin, en tout cas celle qui n'est que quatrième, au palier de 3. D'accord. Donc cette enchère de 3 cœurs, ici, veut donc dire qu'on a 5 piques et 4 cœurs et qu'on veut jouer au moins la manche. D'accord. Bien. Alors, la main d'en dessous, on n'a plus que 8 points. Bon, donc 8 points, c'est la zone espoir de manche et non pas la zone certitude de manche. Donc, on fait un stéman aussi, d'accord. Et le partenaire répond 2 carreaux, et là, on dit quoi? Voilà, donc ça c'est important. Il n'y a pas, dans le système standard, de chassé croisé au palier de 2, d'accord. C'est-à-dire que quand on dit 2 cœurs ou 2 piques dans cette position-là, on nomme la majeure cinquième. Alors, attention, beaucoup de gens croient que c'est toujours 5-4. Non, c'est pas vrai. Hein, c'est ce qu'on appelle une misère dorée. Donc, quand on fait un stéman et qu'on nomme une majeure au palier de 2 derrière, donc sur la réponse de 2 carreaux, on promet, ou 2 cœurs d'ailleurs, hein, sur le 2 trèfles, 2 cœurs, 2 piques, c'est pareil. Hein. C'est donc ce qu'on appelle une misère dorée. Donc, on promet 5 cartes dans la majeure qu'on nomme. La zone espoir de manche. Alors, la zone espoir de manche, c'est 8 points, 7 beaux de temps en temps. Hein, bon. Voire même 6 dans l'hypothèse où on aurait eu une main 5-5, par exemple. Hein, donc, 6 points d'honneur avec un beau 5-5, ça peut être considéré comme une zone espoir de manche. Donc, on peut faire ça. Et donc, c'est des séquences qui sont encourageantes, mais non forcing. C'est-à-dire que le partenaire peut passer. Hein, en fait, il passera avec toutes les mains minimum, grosso modo, et puis il ne reparlera que s'il est maximum. D'accord. Bon. Donc, alors, s'il est maximum, bah, ça va dépendre s'il est fité ou pas fité. Donc, il peut dire 4 piques, hein, il a le droit s'il pense qu'il a des cartes intéressantes. Il peut donc dire 200 atouts, qui veut dire qu'il est maximum sans fit, sachant que s'il est minimum sans fit, il passe sur 2 piques. D'accord. Hein, imaginez que moi j'ai une main 5-5 avec 6 points d'honneur, j'ai pas du tout envie d'aller jouer 200 atouts. Bon. Donc, du coup, son enchère chez lui de 200 atouts montrerait une main maximum. D'accord. Alors, est-ce qu'il faut être irrégulier? Oui et non. Alors, avec les piques, sûrement pas. Hein, bon, alors, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on peut en dire un petit mot, ça mange pas de pain. La plupart des experts de nos jours jouent les séquences 100 atouts, Texas, rectification, 200 atouts, forcing. D'accord. Ce qui est une convention qui est très utile, qui permet des tas de développements. On peut annoncer les cinglotons. Enfin, c'est vraiment une excellente convention. Surtout si on la joue dans la version que je vous ai proposée sur Amour du Bridge. Vous avez ça dans les dossiers du mois, c'est un des plus anciens. Hein, ça s'appelle 200 atouts forcing après Texas. Je crois que c'est le deuxième dossier, un truc comme ça dans l'histoire. Donc, vous remontez, vous êtes dans le sommaire et vous descendez la colonne quasiment jusqu'en bas. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment une très bonne convention. Donc du coup, l'inférence, c'est que quand on a 5 cartes à pique dans une main d'espoir de manche, dans la zone espoir de manche, on fait systématiquement un stéman. D'accord. Bon, qu'on ait 4 cœurs ou pas, ça n'a rien à voir. Qu'on ait une main régulière ou une main irrégulière, c'est pareil. On dit toujours de trèfle stéman dans cette zone-là. D'accord. Donc autrement dit, le Texas avec une majeure, enfin avec 5 cartes à pique, ne s'utilise qu'en zone faible ou en zone forcing de manche ou avec 6 cartes. Voilà. Et puis, alors avec les cœurs, c'est un petit peu plus compliqué parce que
Si on fait un stéman avec 5 cœurs et que le partenaire répond 2 carreaux, il n'y a pas de problème, on peut dire 2 cœurs. S'il répond 2 cœurs, il n'y a pas de problème non plus. Et s'il répond 2 piques, on est obligé de dire 200 à tout. D'accord? Alors, faut que je coupe mon téléphone. Voilà. Et donc là, évidemment, ça fonctionne un petit peu moins bien. Alors, il y a une solution, pareil, qui est exposée dans ce même dossier, qui est d'utiliser la séquence 500 atouts de carreaux, 2 cœurs, 2 piques. Moi, j'utilise cette séquence-là pour dire j'ai 5 cœurs dans une main limite. Alors, dans le CEF, c'est pas ça que ça veut dire. Dans le CEF, c'est 5-5 majeur, espoir de manche. Et avec les 5-5 majeurs de la zone espoir de manche, moi, je fais un Steeman. C'est absolument pas gênant. Donc, du coup, je dégage cette séquence-là pour les mains avec 5 cœurs. Voilà. Bon, en tout cas, de toute façon, alors, avec une main 5-5 en majeur, on fait une misère dorée. Alors, bah, ça dépend de la zone. Hein. Donc, un 100 atout 4 carreaux, c'est pas la zone espoir de manche, puisque j'y suis à la manche. Hein. Bon. Donc, un 100 atout 4 carreaux, c'est la zone de manche. Voilà. Donc, si on est dans la zone en dessous, alors avec un 5-5 majeur, la zone en dessous, elle va être aux alentours de 6-7 points hein, en point d'honneur. Hein. Bon. Donc, 5-5 avec 6-7 points d'honneur, ça, c'est la zone espoir de manche. Et donc là, moi, je fais un Steeman. D'accord voilà, bon. Si le partenaire annonce une majeure, ça revalorise tellement ma main que je dis 4 cœurs ou 4 piques. S'il dit 2 carreaux, je dis 2 piques. S'il passe, on joue 2 piques. S'il dit 200 atouts maximum sans fit, je dis 3 cœurs. Et comme ça, j'ai réussi à nommer mon 5-5 de la zone espoir de manche. Voilà. Bon. Alors, hop, il ne faut pas que je fasse tomber mon ordinateur. Voilà. Donc, comme vous pouvez constater, je n'ai pas le même truc derrière chez moi. Donc, je ne suis pas chez moi. Donc, du coup, je suis dans une installation un petit peu, un petit peu bancale. J'ai mon ordinateur qui est posé sur un gros bouquin. Là. Voilà, bien. Alors, on continue. Donc, en tout cas, chose importante, de toute façon, hein, ça c'est quelque chose d'important, le chassé croisé, ça n'existe pas au palier de 2, c'est au palier de 3. Ça existe sur 200 atouts d'ouverture aussi, d'accord? Mais de toute façon, ça sera toujours au palier de 3. Alors, donc, on continue. Alors maintenant, on va passer de l'autre côté. Vous avez ouvert d'un 100 atouts, votre partenaire a fait un stéman, vous avez dit 2 carreaux, j'ai pas de majeur, et il dit 3 cœurs, chassé croisé. Donc, quelle enchère vous faites avec cette première main? Alors, je vais remonter ça. Hop, voilà, pour que ce soit plus clair. Ah, alors, donc j'ai deux réponses. J'ai 3 piques et 4 piques. Donc tout le monde n'est pas d'accord. Alors, il faut savoir une chose avant de répondre à ça, c'est que le chassé croisé, donc au palier de 3, c'est une séquence forcing de manche, mais qui ne précise pas si on est en zone de manche ou en zone de chelem. Hein, les deux sont possibles. Bon. Alors, le rôle de l'ouvreur, c'est pas de bousiller des tas de paliers dans l'hypothèse où son partenaire serait en zone de chelem. D'accord Donc, sur cette séquence-là, la première chose que vous avez à faire, c'est donc de fitter les piques, puisque vous êtes fité à pique, hein, d'accord et de dire 3 piques. D'accord voilà. Et c'est votre partenaire maintenant qui est le capitaine de la séquence qui va vous dire s'il est en zone de manche ou en zone de chelem. S'il est en zone de manche, il va conclure à 4 piques sur 3 piques. S'il est en zone de chelem, il pourra utiliser toutes les autres enchères pour indiquer son espoir de chelem. Alors, bon, je ne l'avais pas prévu dans le cours, mais je peux vous en dire un petit mot quand même parce que ça peut être utile. Donc, sur cette enchère de 3 piques ici, hein, qu'on va faire avec cette main-là, votre partenaire en face, donc s'il est en zone de manche, il dit 4 piques, on n'en parle plus. S'il est en zone de chelem, alors dans le CEF, il y a marqué qu'on décline les contrôles, bon, voilà, enfin c'est toujours très minimaliste, hein, le CEF. Ce qui est normal, hein, le CEF, ce n'est pas un système de compétition. Hein. Bon. Moi, je rappelle que le CEF, c'est fait pour les élèves des écoles de bridge de 3e année. Hein. Bon, donc, ce n'est pas un système de compétition. Bon. Alors, si vous voulez faire un petit peu plus sophistiqué, sur ces séquences-là, vous pouvez considérer que 300 atouts va déclencher les contrôles, et du coup, si on n'utilise pas ce 300 atouts déclenchement de contrôle, et qu'on dit directement 4 trèfles ou 4 carreaux, c'est pour annoncer des cinglotons, puisque donc le partenaire a déjà montré un 5-4, et donc 4 trèfles, cingleton trèfle, 4 carreaux, cingleton carreau, et ça demande à l'ouvreur de juger sa main en fonction des éventuels points perdus qu'il a dans le cingleton ou pas. Voilà. Donc ça, c'est très utile, c'est vraiment des enchères modernes, où au niveau des enchères de Schlem, c'est très important de pouvoir annoncer les cingletons. Si le partenaire a des points perdus dans le cingleton, donc je vous rappelle, la pire teneur en face d'un cingleton, c'est roi-dame et roi-valet, d'accord et la meilleure, c'est rien, 3 petits. Bon. Et puis l'as, troisième, c'est pas mal non plus. Enfin, l'as blanc, c'est pas mal non plus. Bon, c'est un peu moins bien que 3 petits ou 4 petits, mais c'est quand même pas mal. Donc, si le partenaire
dévalue sa main à ce moment-là sur le singleton, il revient à 4 piques. S'il réévalue sa main, il nomme un contrôle ou même il a le droit de poser le black wood. Bon. Donc il fait une réévaluation comme ça de sa main. Alors, ça, donc, c'est possible sur le fit à pique, puisque sur 3 cœurs, je peux fitter le partenaire en disant 3 piques. Alors maintenant, le problème, c'est que sur le chassé croisé à 3 piques, qui veut donc dire qu'on a 5 cœurs, là, évidemment, sur 3 piques, on n'a pas le droit de dire 3 cœurs pour fixer l'atout. Alors, qu'est-ce qu'on fait donc, quand on a cette main-là, par exemple? Voilà. Donc, on va faire une action qui est nommer un contrôle avec fit implicite. Voilà. C'est-à-dire que quand le fit n'est pas exprimable, ce qui est le cas sur la deuxième séquence, sur la première, il est exprimable. D'accord? Je peux dire 3 piques. Bon, donc, j'exprime mon fit. Mais sur la deuxième, il n'est pas exprimable, parce que je n'ai pas le droit de dire 3 cœurs. Et 4 cœurs, évidemment, ça nous gaspille beaucoup d'espace. Donc, dans ces cas-là, eh ben, on nomme directement un contrôle. C'est ce qu'on appelle, je nomme un contrôle au cas où. Voilà. Au cas où mon partenaire soit en zone de Schlem. Ce que je ne sais pas, je n'en sais rien. Je ne sais pas s'il est en zone de manche ou en zone de Schlem. Donc, dans le doute, je nomme un contrôle, et c'est lui, à ce moment-là, qui pourra orienter la séquence vers un arrêt à 4 cœurs, ou au contraire, vers le Schlem. Alors maintenant, regardez la main du dessous. Vous avez ouvert d'un 100 à tout, votre partenaire a fait un Steman, vous avez dit 2 carreaux, j'ai pas de majeur, et il a dit 3 piques, j'ai donc 5 cœurs et 4 piques. D'accord? Bon. Alors, c'est-à-dire que ça ressemble à la situation de la main d'avant. Mais là, si vous regardez bien votre main dans les yeux, vous allez vous apercevoir que vous avez très peu de couvrantes. C'est-à-dire que votre partenaire vient de vous annoncer un bicolore. Quand votre partenaire vous annonce un bicolore, l'évaluation en points n'est plus tout à fait juste. Voilà. Parce qu'il va y avoir des points utiles pour le partenaire et puis des points inutiles. Bon. Là, si vous regardez bien vos honneurs, vous allez vous apercevoir que la grosse majorité de vos honneurs se trouve dans les mineurs. D'accord? Donc, peu utile en face d'un partenaire qui possède un bicolore majeur. C'est-à-dire que vous avez peu de couvrantes. Bon. C'est-à-dire que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 honneurs. Sur les 6 honneurs, vous en avez 4 en dehors de ces longues et 2 seulement dans ces longues. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. D'accord? Bon. C'est-à-dire que le roi de carreau, la dame de carreau, la dame de trèfle sont des cartes qui ont une probabilité importante d'être assez peu utiles. Vous voyez? Bon. Il vaudrait mieux avoir des honneurs à cœur et à pique. Ça serait plus, voilà, ça serait des vrais courants. La seule qui peut servir dans les mineurs, probablement, c'est l'as de trèfle. Bon. Les autres vont être des honneurs douteux. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, au lieu de faire une enchère un peu encourageante, comme on a dit, à 4. Ah non, pas 300 atouts. 300 atouts, c'est-à-dire qu'on n'est pas fité. Bon, là, on est quand même fité, on a quand même le fit à cœur. Bon. Donc, on va refuser, si vous voulez, de nommer les contrôles de façon implicite, comme on a fait au coup d'avant. C'est-à-dire que sur un chassé croisé comme ça, à 3 cœurs ou 3 piques, si vous dites 4 cœurs ou 4 piques, alors sans saut ou avec saut, là on dit 4 cœurs sans saut, mais on dirait aussi 3 cœurs, 4 piques, c'est pareil sur le chassé croisé à 3 cœurs. Ça veut dire, voilà, j'ai une main non seulement minimum, mais en plus avec des mauvais points. Voilà. Donc vraiment peu de couvrantes utiles, c'est-à-dire 1, 2 couvrantes. Donc 2 couvrantes, c'est très faible pour quelqu'un qui a ouvert d'un 100 atout. En général, on en a plutôt 3 ou 4. Bon. Donc 2 couvrantes, c'est vraiment très, très, très mauvais. Bon, surtout que dans les 2 couvrantes, il y a l'as de trèfle, qui n'est pas une couvrante aussi efficace que le roi de pique, par exemple. Bon. Donc, dans ces cas-là, on essaie de ne pas trop encourager le partenaire et on dit 4 cœurs. Alors, attention, ces enchères de 4 cœurs et de 4 piques ne sont évidemment pas des stops. On ne peut pas arrêter un partenaire qui n'a pas limité sa main. Vous avez quand même ouvert d'un 100 à tout, votre partenaire, s'il a 22 points, ne va pas s'arrêter à 4 cœurs. Bon, voilà. Donc, c'est un signal décourageant, ça n'est pas un stop. Ça ne peut pas être un stop puisque vous êtes moussaillon. D'accord? Voilà, et que le seul qui peut faire des stops, c'est le capitaine. Bon. Mais vous faites quand même un signal très décourageant en disant 4 cœurs ou 4 piques, et en disant, voilà, j'ai des mauvais points pour toi. Donc le partenaire ne reparlera qu'avec vraiment beaucoup, beaucoup de jeux. D'accord? Donc ça, c'est un truc important. Alors, on continue en passant sur l'ouverture de 200 atouts. Alors, vous avez donc fait un Steman et votre partenaire dit 300 atouts, j'ai les 2 majeurs. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, voilà, donc sur l'ouverture de 200 atouts, ah non, on ne peut pas passer, on est fité à pique, Christine. Attention, votre partenaire, quand il dit 300 atouts, il a 4 cœurs et 4 piques.
D'accord? Voilà. Bon. Donc, il faut jouer donc, le contrat de 4 piques dans le FIT 4-4, mais on va utiliser ce qu'on appelle les sous-Texas, d'accord? C'est-à-dire 4 trèfles pour les cœurs et 4 carreaux pour les piques, ce qui va permettre de faire jouer la main de l'ouvreur. Alors, c'est souvent utile, surtout quand il a ouvert de 200 atouts. Donc, quand il a ouvert de 200 atouts, il a quand même souvent des fourchettes un petit peu partout, et donc on a plus intérêt à le faire jouer. Donc, l'enchère de 4 carreaux est donc un transfert pour 4 piques, donc le partenaire dit 4 piques de façon obligatoire, et maintenant, sur 4 carreaux, je pourrais reparler si j'avais une main de chelem. Hein. Bon, voilà. Mais la plupart du temps, ça sert à s'arrêter à 4 cœurs et 4 piques. Alors, si je disais directement 4 cœurs et 4 piques, d'accord, sur cette séquence-là, ça serait, alors ça c'est pareil, c'est un truc que personne ne sait, ça serait une petite proposition, c'est-à-dire que ça serait une enchère au poids. Voilà. Donc ça voudrait dire, si tu es maximum avec plutôt des as et des rois, tu peux dire 6 piques en gros. Hein. Voilà. Bon, c'est comme une espèce de quantitatif, d'accord. Et donc quand on passe par 4 carreaux, ou 4 trèfles pour les cœurs, c'est soit pour s'arrêter, soit qu'on a décidé de reparler, et en général de poser le blackwood derrière, mais on veut d'abord fixer l'atout. D'accord? Alors ça, c'est sur l'ouverture de 200 atouts, ça n'a pas beaucoup de place. Sur l'ouverture de 100 atouts, ça marche de façon différente. Puisque là, sur la séquence 100 atouts, 2 trèfles, 200 atouts, les deux majeurs, on a deux types de transferts, puisqu'on a les transferts au palier de 3 et on a les transferts au palier de 4. Donc, 3 trèfles pour les cœurs, 3 carreaux pour les piques, au palier de 3, et 4 trèfles pour les cœurs et 4 carreaux pour les piques au palier de 4. Alors là, dans le CEF, d'accord, ils utilisent les transferts au palier de 3 pour les mains qui ont 8 points, c'est-à-dire cette main-là, d'accord. Et alors, bon, c'est pas la première fois que ça arrive pour moi dans ce qui était écrit dans le CEF, mais je considère que c'est vraiment, vraiment une ânerie. Mais clairement, d'accord, voilà. Alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Parce que les transferts au palier de... Parce que quand on joue les transferts au palier de 3 pour les mains de espoir de manche, hein, c'est-à-dire les mains de 8 points, hein, bon, voilà. Du coup, le partenaire dit, par exemple, si je dis 3 trèfles, le partenaire va dire 3 cœurs, je suis minimum, et 4 cœurs, je suis maximum. D'accord, bon. Et du coup, quand j'ai une main de chelem, je suis obligé dans le CEF de dire 3 cœurs ou 3 piques, hein, qui sont donc dans le CEF réservés aux mains de chelem. Alors, ça, c'est une très mauvaise idée pour deux raisons. Alors, la première raison, on en a souvent parlé dans les cours, c'est que au niveau du chelem, il est vraiment très important de faire jouer la main de l'ouvreur. Voilà, parce que les chelems se jouent souvent à l'entame. C'est-à-dire que on a une perdante naturelle. Si on finit à 6 cœurs, on a une perdante naturelle. Bon, la levée qu'on donnera aux adversaires. Et le rôle de la défense, c'est de créer une deuxième levée qu'ils pourront encaisser quand ils prendront la main à cette levée légitime. Et si on met l'ouvreur d'un sans atout au mort, on donne une occasion au joueur donc de gauche, enfin de celui qui est avant le mort, de traverser une des fourchettes, un roi, un as-dame, etc. Et donc, soit d'encaisser les deux premières levées quand il traverse un roi, soit d'en créer une quand il traverse un as. Vous voyez, et que donc, ils peuvent libérer une levée, le roi, par exemple, du joueur qui est derrière. D'accord? Bon. Alors, non, c'est pas vrai. Alors, Gilbert me dit en jaune de chelem, les deux joueurs ont à peu près la même force. Non, c'est pas vrai parce que le répondant, enfin, c'est vrai si le répondant a une main régulière, ça n'est pas vrai s'il a une main irrégulière. Voilà. S'il a une main 6-4-3-0, il peut avoir 11 points d'honneur et être en zone de chelem quand même. Bon. Et donc, à ce moment-là, il est très important de faire jouer l'ouvreur au niveau du chelem parce que ça va lui protéger ses rois et ses as-dames. D'accord? Bon. Alors que la main d'en face, c'est a priori moins important. Bien. Surtout s'il a une main irrégulière. Hein. Dès qu'il a un cingleton, par exemple, bah, c'est pas très grave. Bon. Et donc, du coup, ça, c'est la première raison. Et puis, la deuxième raison, c'est que vous allez voir que les Texas, les sous-Texas au palier de 3, permettent des développements sophistiqués, justement, où on va pouvoir annoncer les cingletons. Chose qu'on ne peut pas faire si on dit 200 atouts, 3 cœurs et 3 piques pour le chelem. Parce que là, ça fait juste déclencher les contrôles. En fait, il y a un problème dans le CEF, mais c'est normal. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. Il faut remettre les choses à leur place. Le CEF n'est pas un système de compétition. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Voilà. Et si on veut faire de la compétition à un niveau raisonnable, on ne peut pas se contenter de jouer le CEF. Le CEF, c'est un système, je dirais, c'est pas que je veux pas être méchant, moi je suis très favorable au CEF. Je pense que c'est une très bonne idée le CEF.
Voilà. Mais il faut le remettre à sa place et l'utiliser dans son contexte. Voilà. On ne devient pas première série en jouant le CEF. Ça n'est pas possible. Voilà. C'est un système qui est beaucoup trop frustre. Et en gros, le postulat de base du CEF au niveau des chelems, c'est que pour déclarer un chelem, il faut avoir 33 DH et tous les contrôles. Et ça, c'est un postulat qui est faux, en tout cas qui est tout à fait insuffisant si on veut avoir un bon rendement au niveau du chelem quand on fait de la compétition. Voilà. Et pour faire pour déclarer des bons chelems ou au contraire éviter les mauvais, il faut absolument différencier les mains régulières des mains irrégulières et en particulier annoncer les singletons dans un maximum de situations possibles. Alors, il y a les splinters en réponse à l'ouverture, il y a les splinters de l'ouvreur, il y a plein d'autres situations où c'est utile de nommer les singletons. Et en particulier, quand on a une main irrégulière face à une main régulière. Voilà. Donc, ce qui est le cas sur l'ouverture d'un 100 atout quand le partenaire a une main irrégulière. Il faut absolument qu'il puisse annoncer les singletons pour que l'ouvreur puisse réévaluer sa main à la hausse ou à la baisse en fonction de ce qu'il a en face du singleton. Et les sous-transferts, enfin les sous-Texas, vont nous permettre de faire ça, alors que le système standard du CEF ne le permet pas. D'accord. Voilà. Donc, il ne faut pas jouer comme c'est écrit dans le CEF si on veut faire du bridge performant au niveau des chelems. Donc, on va utiliser les enchères de 3 cœurs et de 3 piques pour les mains de 7-8 points, parce que là, ce n'est pas très grave de jouer de la main faible. Au niveau de la manche, c'est beaucoup moins important qu'au niveau du chelem de faire jouer l'ouvreur. Hein, tout ça parce que les adversaires peuvent communiquer et que donc ils vont prendre la main plusieurs fois et que s'il y a quelque chose à traverser au mort, ils pourront le faire plus tard. D'accord. Donc c'est beaucoup moins vital de faire jouer l'ouvreur au niveau de la manche. Bon, c'est pas inutile, mais c'est moins vital. Donc, quand on peut pas tout faire, ben, faut choisir. Hein, bon. Et donc, c'est beaucoup plus utile de jouer 3 cœurs et 3 piques pour les mains de 7-8 points et de jouer les sous-Texas au palais 3 pour les mains de chelem. Et regardez ce que ça va nous donner, par exemple. Vous avez cette main-là, donc 15 points d'honneur. Bon. Alors, 15 points d'honneur, régulier, banal, en face d'un 100 atout 15-17, c'est quelle zone, ça? Hein, parce qu'on est capitaine, donc je rappelle que le capitaine, il est en zone de contrat. Donc on est dans quelle zone? Voilà, on est dans la zone espoir de Schlem. D'accord. Bon. Et le problème, c'est que si on déclenche les enchères de Schlem, on a souvent beaucoup de mal à s'arrêter. D'accord. Voilà. Or là, il y a une façon très simple de procéder, et là encore qui n'est pas possible si on ne joue pas les sous-transferts pour la zone de Schlem, c'est de faire un quantitatif. C'est-à-dire que je dis 3 carreaux, qui veut dire je suffis tes piques, le partenaire dit 3 piques obligatoirement, et maintenant je dis 4 piques. D'accord. Et ça permet de faire une proposition au poids. D'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas un arrêt, ça veut juste dire si tu es minimum, tu passes, si tu es maximum, on y va. Vous voyez. Bon. Et là encore, c'est une subtilité qui n'existe pas si on ne joue pas les sous-transferts au palais de 3. Donc, avec cette main-là, je vais dire 3 carreaux, 3 piques, 4 piques. Voilà, qui veut dire je fais une proposition au poids à la tout pique. Donc, si tu es minimum, tu passes, si tu es maximum, tu poses le blackwood, en gros. Hein. Voilà, bon. Et puis, les contrôles dans cette zone-là, en général, ce n'est pas forcément très, très utile quand on a deux mains régulières l'une en face de l'autre. Bon, c'est pas forcément très grave si par hasard on a 33 points et qu'il manque As-Roi d'une couleur. D'abord, un, ça sera absolument rarissime. Puis deux, si par hasard ça arrive, ils peuvent encore se tromper d'entame. Donc, c'est pas encore forcément très, très grave. Alors, un autre avantage de cette façon de procéder, c'est que lorsque vous avez cette main-là, par exemple ici, donc qui a 17 points d'honneur, donc là encore, vous allez pouvoir fixer l'atout donc en disant 3 carreaux, votre partenaire dit 3 piques de façon obligatoire, et maintenant, vous avez juste un problème de contrôle, d'accord. Bon, donc comment est-ce que vous faites dans ces cas-là pour déclencher les enchères de contrôle? Si vous avez envie. Hein. On pourrait poser le Blackwood directement, parce qu'avec cette main-là, 17 points d'honneur. Voilà. Mais sinon, si on veut vraiment faire du fignolage, on va dire non pas 4 trèfles, on va utiliser 300 atouts de déclenchement de contrôle. Voilà. Donc ça, là encore, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le CEF et qui est très utile. Et ce déclenchement de contrôle à 300 atouts, il est utile, bon, lui-même, si on a un problème de contrôle, mais je vous dis, en général, ce n'est pas très grave avec les mains régulières. Mais surtout, c'est qu'il va nous permettre d'utiliser 4 trèfles et 4 carreaux pour faire autre chose. Voilà. Donc, regardez par exemple cette main-là. Vous avez 13 points d'honneur. 13 points d'honneur, mais vous avez un singleton et une bonne couleur cinquième. Si votre partenaire a les bonnes cartes, on peut tabler le chelem sans problème.
D'accord? Mettez une main chez votre partenaire. Regardez, je vous invente ça, parce que j'ai pas eu le temps de la refaire. Je l'avais faite, et puis ce matin, dans la panique, là, j'ai pas eu le temps de la refaire. Donc, imaginez que votre partenaire, il est As-Dame de pique, le roi de trèfle et As-Dame de cœur. Ça fait 15. Ouais, hein, vous imaginez chez lui, As-Dame de pique, As-Dame de cœur et le roi de trèfle. 15 points d'honneur, 4-3-3-3. Vous avez 12 levées de tête. D'accord? Maintenant, vous lui mettez 17 avec roi-dame de carreau. D'accord? Et puis, est-ce que vous voulez, pour compléter les 17, et vous verrez que vous pouvez chuter au palier de 5. D'accord? Bon. Donc, cette main-là, ce n'est pas une histoire de déclenchement de contrôle ou de patati patata. Si on joue le cef, on va dire un 100 à tout, 2 trèfles, 200 à tout, 3 piques, donc pour le chelem, le partenaire va nommer les contrôles et on ne sera pas plus avancé parce qu'on ne saura pas ce qu'il a dans le cingleton. Et si le partenaire a roi-dame de carreau, on va se retrouver à jouer des chlamydios. Et s'il a 15, 4-3-3-3, avec au contraire rien à carreau, on risque de s'arrêter parce qu'il va considérer qu'il est minimum. Vous voyez, donc, on ne va pas du tout avoir la réponse à ce qu'on veut. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans notre système? On dit 3 carreaux, donc sous Texas pour les piques. Le partenaire dit 3 piques, et maintenant, je dis 4 carreaux. Et cette enchère de 4 carreaux n'est pas un contrôle, d'accord? Elle veut dire j'ai cingleton à carreaux. Voilà. Et qu'est-ce que tu en penses? Donc, si en face, tu n'as pas de point perdu dans le cingleton à carreaux, à ce moment-là, soit tu nommes les contrôles, soit même tu poses le blackwood. Hein, tu as le droit de poser le blackwood en fonction de ça, d'accord? Et puis, si au contraire, tu as des tas de points perdus inutiles dans mon cingleton, roi dame, roi valet, etc., à ce moment-là, tu freines à 4 piques, d'accord? Et du coup, ça va nous permettre de faire des enchères beaucoup plus efficaces qu'un simple échange de contrôle. Voilà. Hein, il ne faut pas annoncer les mains régulières et les mains irrégulières de la même façon au bridge. Si on les annonce de la même façon, on enchérit au hasard. Et on joue des chelems ou on ne les joue pas de façon totalement hasardeuse et on découvre à la fin, à la vue du mort si le chelem est bon ou s'il n'est pas bon. Voilà. Mais ce n'est pas du tout une bonne façon de procéder. D'accord? Donc, avec ces mains-là, vous faites un sous-Texas, votre partenaire rectifie obligatoirement, minimum ou maximum, il n'a pas d'autre choix. Et maintenant, soit vous dites 4 piques, ça c'est proposition au poids, soit vous dites 300 à tout, ça déclenche les contrôles, soit vous nommez un cingleton. D'accord? Voilà. Et comme ça, on a un système qui est quand même beaucoup plus performant. OK? Bien. Alors, sachant que le sous-Texas pour s'arrêter à la manche, je vous rappelle, sur 200 à tout, c'est 4 carreaux. Hein, ça, c'est 4 carreaux, c'est Texas pour 4 piques pour s'arrêter à 4 piques. D'accord? Voilà. Bon. Donc, voilà. Et donc, le 3 carreaux sera toujours pour le chelem. Voilà. Même si on dit 4 piques derrière. Hein, ça sera une proposition de chelem. Voilà. Et ça, on a un système qui est simple, hein, c'est pas compliqué, hein, voilà, et qui est quand même beaucoup plus performant que le système standard de base. Alors, maintenant, donc j'en arrive. J'espère que. Oui, c'est ça, voilà. Donc, bah, c'est exactement ce que je voulais vous dire. Donc, votre partenaire vous donne 100 atouts, vous faites un stéman, il dit 200 atouts, j'ai 4 cœurs et 4 piques. Et là, vous avez 12 points, 4-4-3-2, donc sans intérêt. Donc, ça, c'est vraiment une main spécifiquement pour la manche, d'accord? Et donc, du coup, bah, vous dites 4 carreaux pour vous arrêter à 4 piques. D'accord? Alors, est-ce que ce système a un nom? Non, non, il n'y a pas de nom. C'est les sous-Texas ou les sous-transferts, ou vous appelez ça comme vous voulez. Euh, voilà. Mais c'est simplement, si vous voulez, ça ne change rien au fait que 3 trèfles est un sous-Texas pour les cœurs et 3 carreaux un sous-Texas pour les piques. C'est juste la zone dans laquelle on l'utilise. D'accord? Et donc, la proposition de manche, on dit 3 cœurs ou 3 piques. Hein, c'est ce qu'on a fait à la diapositive d'avant. Hein, on va y retourner. Alors, attendez, hop. Où est-ce qu'elle est? Hop, hop, hop. Voilà, elle est là. Donc la main du bas, d'accord? Un 100 atout, deux trèfles, Stéman, deux 100 atout, les deux majeurs chez partenaire. Donc là, quand j'ai une main d'environ 8 points, donc zone proposition de manche, je dis juste 3 cœurs ou 3 piques. D'accord? Voilà. Et maintenant, sur 3 cœurs ou 3 piques, mon partenaire, bah, s'il est minimum, il passe. S'il est maximum, il dit 4 cœurs. D'accord? Bon. Alors, il y a une autre façon de résoudre le problème, et c'est un peu plus compliqué, c'est de jouer le stéman 5 paliers. C'est-à-dire qu'un à tout, deux trèfles, on dit 200 à tout, je suis minimum avec les deux majeurs, et 3 trèfles, je suis maximum avec les deux majeurs. C'est pas idiot, mais bon, mais on sort du standard. Hein. Bon, bon. Alors, je reviens donc à mes moutons. Donc, et là, on va donc dire 4 carreaux sous Texas pour jouer la manche. Bien. Alors, je reviens sur mes chassés croisés. Donc, votre partenaire a ouvert d'un 100 à tout, vous avez dit 2 trèfles Stéman, il a dit 2 carreaux, j'ai pas de majeur, vous avez dit 3 piques, chassé croisé, donc 5 cœurs, 4 piques, et là-dessus, votre partenaire dit 4 trèfles.
Alors, qu'est-ce que vous faites sur 4 trèfles? Alors, faites bien attention. Hein, vous êtes 1, 2, 3, 4. Hein. Ah non, votre partenaire, il ne peut pas être cingleton trèfle. Hein. Il a ouvert d'un son à tout. Hein. Bon. Voilà. Donc, que signifie 4 trèfles? Ça, on a vu tout à l'heure. Hein. Bon. Donc, un son à tout, 2 trèfles, c'est mal. 2 carreaux, vous avez dit 3 piques, qui veut dire donc j'ai 5 cœurs et 4 piques. Mais vous n'avez pas spécifié exactement votre zone. C'est la zone forcing de manche, évidemment, mais on ne sait pas si c'est la zone de manche exclusivement ou si c'est la zone de chelem. Voilà, il y a un doute. Bon. Donc, quand votre partenaire dit 4 trèfles, il nous dit qu'il est fité à cœur. S'il n'était pas fité à cœur, il dirait 300 à tout. Hein. Donc, il est fité à cœur, d'accord? Et il nomme un contrôle à trèfle, évidemment pas un singleton, il est ouvert d'un son à tout, lui. Hein. Bon. Donc là, c'est un contrôle à trèfle, au cas où vous soyez en zone de chelem. D'accord? Au cas où. Est-ce que vous êtes en zone de chelem? Ben non, vous avez 10 points d'honneur. Bon, 10 points d'honneur, c'est pas la zone de chelem. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire sur 4 trèfles? Ben voilà, il faut dire 4 cœurs pour arrêter la machine. D'accord? Bon. Si vous dites 4 carreaux, vous confirmez que vous êtes en zone de chelem. D'accord? Et donc là, du coup, bah, ça déclenche les contrôles des blackouds et tout ce qu'on veut. D'accord? Bon. Donc là, dans cette situation-là, n'oubliez pas que c'est vous le capitaine, d'accord? Et que c'est à vous de dire si vous êtes en zone de chelem ou pas. Et comme vous n'y êtes pas, eh ben, il faut arrêter les enchères à 4 cœurs. Et cette enchère de 4 cœurs ne veut absolument pas dire j'ai pas le contrôle à carreau. Elle veut dire je ne suis pas en zone de chelem. D'accord? Donc j'arrête les enchères à 4 cœurs. Alors, sur le chassé croisé à 3 cœurs, c'est plus facile parce que le partenaire il dit 3 piques quand il est fit et pique, et maintenant je dis 4 piques si j'ai pas de main de chelem, et le reste c'est une main de chelem. Donc évidemment c'est beaucoup plus facile à gérer. Mais sur le chassé croisé à 3 piques, on est obligé de fonctionner comme ça. D'accord? Voilà. Et d'ailleurs, on a un système qui est beaucoup moins performant parce qu'on n'a pas toutes les enchères de singleton, etc., qu'on a sur le chassé croisé à 3 cœurs. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc, si on veut résoudre le problème, il faut jouer un système beaucoup plus sophistiqué et que je ne vais pas vous infliger parce que là, sinon, vous allez prendre la migraine hein, si je vous montrais le système que je joue avec mon partenaire. Alors, on couvre tous les cas, nous, hein, ça c'est un truc absolument parfait. Mais alors, bonjour pour la migraine pour apprendre le système. Donc, je ne vais pas vous imposer ça, vous voyez, comme quoi je ne suis pas si méchant. Alors, bref, je reprends. Je vous avais ouvert d'un son à tout. Votre partenaire a fait un stéman, vous avez dit 200 à tous les deux majeurs. Votre partenaire a dit 3 carreaux sous Texas pour les piques. Vous avez donc dit 3 piques de façon obligatoire. Et là, maintenant, votre partenaire dit 4 carreaux. Alors, d'après ce qu'on a vu, qu'est-ce que ça veut dire 4 carreaux? Ouais. Voilà, donc c'est une enchère de chelem avec 5 lotons à carreaux. Bon, alors qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est même plus que bof, hein, c'est berk. Hein, voilà. Bof, c'est entre les deux. Hein, là, c'est carrément berk. Hein. Roi-dame, c'est ce qu'il y a de pire. D'accord. Voilà. Donc, on ne peut pas avoir pire que roi-dame de carreau dans le singleton à carreau du partenaire. Et donc, du coup, on a une main qui est donc très dévaluée. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, dans ces cas-là, on revient à 4 piques. Alors, surtout sans nommer le contrôle à cœur. Hein, si vous nommiez le contrôle à cœur, ça serait compris comme un signal d'encouragement. D'accord. Bon. Donc là, il faut revenir à 4 piques pour dire au partenaire bah, qu'on a plein de points perdus dans son singleton et que donc il faut s'arrêter à 4 piques. D'accord? Ça vous va? Bien. Alors, on a fait à peu près le tour. Excusez-moi, alors du coup, mes diapos étaient un peu mis un peu dans n'importe quel sens parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon fichier a pas été enregistré, a disparu. Enfin, je ne sais pas. J'ai eu un bidouillage sur mon ordinateur et je me suis aperçu ça à 10h moins 5. Alors évidemment, c'était pas. Voilà. Bien. Alors, donc, normalement, les données, elles n'ont pas disparu. Donc, je l'espère, en tout cas. Et on va donc, voilà, pouvoir faire les donnes normalement. Alors, on va commencer par les enchères de cette main-là. Alors, votre partenaire a ouvert d'un trèfle, vous avez répondu à un cœur, et il a dit 2 trèfles. Alors, je vous laisse réfléchir une seconde, je vais chercher un verre d'eau.
Alors, qu'est-ce que vous avez dit sur deux trèfles? Oula, 300 atouts. Alors, ah non, mais 4 piques, c'était la réponse message d'avant. Bien. Alors, 300 atouts. Non, alors 300 atouts, c'est une enchère de brut, ça. Hein, bon. Donc, surtout avec trois petits carreaux. Hein. N'oubliez pas que votre partenaire, quand il dit un trèfle, un cœur, deux trèfles, il vous promet une main irrégulière. D'accord? S'il a une main régulière ou même semi-régulière, il dit un sans atout. Hein. Bon. Donc, votre partenaire a une main irrégulière, et qui dit main irrégulière dit souvent présence d'un singleton. Bon. Et si ce singleton est à carreau, vous allez jouer un contrat de 300 atouts absolument stupide. Hein. Bon, ouais. Alors que vous avez peut-être le chelem à trèfle sur table. Hein. Bon, surtout qu'au niveau des trèfles, vous avez quand même une main qui est tout à fait respectable. Hein. As-dame de trèfle quatrième dans les trèfles du partenaire. Alors, je vous rappelle que dans cette séquence-là, votre partenaire, il a ni 4 cœurs, ni 4 piques. Hein, on est d'accord. Donc, soit il a 6 trèfles, hein, ce qui est le cas le plus fréquent, soit éventuellement, il a 5 trèfles et 4 carreaux. Hein, c'est-à-dire que la couleur qu'il ne peut pas nommer parce que ça lui ferait faire un bicolore cher. Bon. Et donc, dans ce cas-là, s'il a 5 trèfles et 4 carreaux, il a obligatoirement un singleton à cœur ou à pique, parce que sinon, 5-4-2-2, il dit un sans atout. D'accord? Les 5-4-2-2 dont la couleur quatrième n'est pas annonçable, on les redemande à un sans atout dans la zone 12-14, ou on les ouvre d'un sans atout dans la zone 15-16. D'accord? Bon. Donc, votre partenaire a soit 6 cartes à trèfle, soit 5 trèfles, 4 carreaux et un singleton. Bon. Donc, dans tous les cas de figure, vous avez quand même une main qui est forte. Bien. Et donc, on peut tout à fait envisager un autre contrat que 300 atouts. Alors, est-ce que l'enchère de 3 trèfles serait forcing? Ah, alors là, donc tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Bon. Alors, vous avez une petite vidéo sur Amour du Bridge sur forcing ou non forcing. Hein. Bon. Donc, si vous avez encore des doutes sur le caractère forcing ou non forcing des feats au niveau de 3, parce que c'est compliqué, parce qu'il y a plein d'exceptions, ben, n'hésitez pas à retourner voir la vidéo. Alors, la réponse est non, c'est pas forcing. Voilà. Ça, un 3 traits dans cette position-là, c'est grosso modo une dizaine de points, plus ou moins selon la longueur du fit à trèfle, en fait. Hein. Bon. Mais grosso modo, aux alentours de 10 points, avec donc un fit à trèfle. Bon. D'au moins 3 cartes. Bien. Donc, du coup, cette enchère de 3 trèfles n'est pas forcing. Bien. Alors, vous avez dans cette position-là deux enchères forcing à laquelle on peut penser, et qui sont deux carreaux, qui est donc une troisième couleur artificielle, d'accord? Donc ça, c'est forcing pour un tour, et deux piques, d'accord? Bon. Alors, je vais vous surprendre, mais la bonne enchère, c'est deux piques. Voilà. C'est pas deux carreaux, troisième couleur, forcing artificielle. Alors, les troisièmes couleurs, qu'elles soient naturelles ou semi-naturelles, et les troisièmes couleurs artificielles forcing, qui ne sont qu'au nombre de 3. Hein, ce qu'on appelle la troisième couleur artificielle forcing. Alors souvent on dit troisième forcing, mais en fait troisième forcing, c'est, à mon avis, c'est pas une bonne appellation. Il faut dire troisième couleur forcing artificielle, parce que là on fait bien référence à trois séquences. Et ces trois séquences, c'est un trèfle, un cœur, deux trèfles, deux carreaux, celle-là, un trèfle, un pique, deux trèfles, deux carreaux, la même chose avec des piques à la place des cœurs, et une troisième qui est un peu à part, qui est un carreau, un pique, deux carreaux, deux cœurs. Voilà. Qui est d'ailleurs très embêtante et très gênante et très compliquée à gérer. Bien. Alors, et puis les autres troisième couleurs, donc un trèfle, un cœur, deux trèfles, deux piques, voilà, par exemple, hein, bon, qui sont ce qu'on appelle les troisième couleurs naturelles ou semi-naturelles. C'est-à-dire que quand vous faites une troisième couleur artificielle, un trèfle, un cœur, deux trèfles, deux carreaux, vous ne promettez rien à carreau. Ça peut être chicane à carreau. Hein, c'est comme si vous faisiez une quatrième couleur. Vous ne promettez absolument rien dans cette couleur. Bien. Les autres troisième couleurs, donc un trèfle, un cœur, deux trèfles, deux piques, par exemple, hein, sont des troisième couleurs naturelles ou semi-naturelles. Alors semi-naturelles, ça veut dire que on a quand même quelque chose dans la couleur qu'on nomme. C'est-à-dire soit une vraie couleur, soit au moins une garde. Voilà, une force ou quelque chose. Enfin, voilà. On n'a pas rien. Voilà, bon. On n'a pas ni chicane, ni trois petits. Bon. Donc elle ne fonctionne pas du tout de la même façon. Bon. Alors, c'est un sujet extrêmement complexe, hein,
qui est souvent mal traité, mal connu, mal vécu. Voilà, bon, moi, quand je fais ça en stage, je fais toujours la même plaisanterie, mais elle m'amuse, alors je vais continuer à la faire. J'ai un taux de suicide limite de l'inacceptable après ce cours sur la troisième couleur, forcing naturel ou artificiel. Bon, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur Amour de Bridge, puisqu'il y a des dossiers qui sont là pour être consultés. Hein, voilà. Et de vous remettre bien dans le bain. Et là, vous verrez qu'avec cette main-là, ce n'est pas deux carreaux qu'il faut dire, c'est deux piques. Et que cette enchère de deux piques veut dire j'ai quelque chose à pique, donc au moins une garde, c'est le cas, d'accord. Et je n'ai pas 5 cœurs. Voilà, c'est très important. Donc la troisième couleur artificielle à deux carreaux ne promet pas 5 cœurs, mais les enchères prioritaires de l'ouvreur, ça sera quand même de fitter les cœurs avec 3 cartes. Voilà. Et y compris avec un saut. Et en fait, si vous dites deux carreaux, troisième couleur avec cette main-là, et que votre partenaire dit 3 cœurs, par exemple, pour dire qu'il est maximum avec 3 cartes à cœur, vous allez vous retrouver dans une situation ingérable parce que vous aurez toujours votre problème avec les 3 petits carreaux. Bon. Quand vous dites deux piques, vous dites j'ai quelque chose à pique, d'accord, donc j'ai un arrêt à pique au moins, et je n'ai pas 5 cœurs, donc je ne cherche pas un fit à cœur de 3 cartes. Donc c'est pas la peine de m'annoncer que tu as 3 cartes à cœur, ça m'est égal. Voilà, c'est pas ça que je cherche. Voilà. Et donc la priorité du partenaire sera de nommer les sans atouts s'il arrête les carreaux. D'accord. Bon. Alors là, c'est ce qu'il fait. Sur deux piques, il dit 200 atouts. Donc il a l'arrêt des carreaux. Alors maintenant, voilà, maintenant vous pouvez dire 3 trèfles, qui maintenant évidemment. Alors 2 piques, c'est une séquence forcing de manche, hein, d'accord. Bon. Alors, bah, s'il dit 2 piques, 3 piques, ça veut dire qu'il n'arrête pas les carreaux non plus, et du coup, je dirais probablement 5 trèfles, hein, d'accord. Bon. Donc là, maintenant sur 200 atouts, j'ai la place pour dire 3 trèfles, pour suggérer à mon partenaire de jouer à l'atout trèfle. Et du coup, il dit 4 trèfles. Ah, donc ça veut dire qu'il a été enthousiasmé à l'idée de jouer 4 trèfles. De jouer à l'atout trèfle, d'accord. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc moi, j'ai toujours mon petit problème de contrôle des carreaux, parce que mon partenaire, il a dit qu'il avait un arrêt à carreaux, mais cet arrêt, ça peut être dame-valet, hein, il n'a pas forcément un contrôle. Voilà. Donc du coup, ben, je vais dire que je n'ai pas de contrôle à carreaux en disant 4 cœurs. Là-dessus, mon partenaire dit 4 piques. Alors, il a un contrôle à pique, évidemment, mais qu'est-ce qu'il a d'autre? Alors, non, contrôle trèfle, ça n'existe pas. Hein. La notion de contrôle dans la couleur d'atout n'existe pas. Il n'y a pas de notion de contrôle dans la couleur d'atout. D'accord. Les contrôles, c'est les 3 autres couleurs en dehors de l'atout. Hein. Voilà, donc mon partenaire, bah si, il a le contrôle des carreaux. Il a le contrôle des carreaux. Parce que moi, je viens de lui dire que je ne l'avais pas. Vous voyez, en disant 4 trèfles, 4 cœurs, j'ai dit je n'ai pas de contrôle à carreaux. Donc si mon partenaire n'a pas de contrôle à carreaux non plus, il dit 5 trèfles, parce qu'il sait que le chelem est impossible. Donc s'il continue les enchères de chelem, c'est qu'il a le contrôle qui me manque. Vous voyez. Donc il a forcément le contrôle des carreaux. Bah, du coup, en voiture, Simone, Blackwood et 6 trèfles derrière. OK. Alors maintenant, on va passer avec la main d'en face. Donc vous voyez qu'il a 14 points particulièrement élégants. Et donc, quand il a entendu 3 trèfles, il était tout content. Et c'est pour ça qu'il a dit 4 trèfles pour voir si on pouvait jouer le chelem. Et on vous entame du roi de cœur. Alors, vous faites votre plan de jeu, évidemment, et vous comptez 6 levées de trèfle, ça c'est facile. L'as de carreau, ça fait 7. L'as de cœur, ça fait 8. As-roi de pique, ça fait 10. Et j'ai une 11e levée qui va me tomber toute crue un jour ou l'autre, qui est la coupe à pique de la main courte. Tu vois? Bon. Donc cette coupe à pique que je peux faire à n'importe quel moment, parce que j'ai tellement d'atouts que je peux. Il n'y a pas le feu au lac, je la ferai forcément un jour. Bon. Donc j'ai 11 levées, 2 têtes. Ça va? Bien. Alors, quelle est la carte de mon jeu qui va probablement représenter ma 12e levée? Voilà, la dame de carreau. Bien. Alors, il y a le valet de cœur éventuellement, mais le valet de cœur, c'est un petit peu plus lointain. Hein, voilà. Il faudrait qu'il y ait roi-dame troisième à cœur. S'il y a un adversaire à roi-dame troisième à cœur, il est possible effectivement de libérer le valet de cœur
par la coupe, hein, en coupant deux cœurs. Bien. Voilà. Et sinon, voilà. Alors, donc, trop facile, dit Dominique. Bon, c'est la première, hein. Bon, c'est pour la mise en jambe, hein. Bon. Et donc, l'idée, ça va donc être de faire la dame de carreau. Et, bon, c'est quelque chose qu'on voit souvent en cours. Comment on envisage de réussir les impasses qui ratent? Parce que réussir les impasses qui marchent, c'est pas très drôle. Voilà. Donc, il va falloir que je mette mes adversaires en main. Et là, As-Dame, c'est une fourchette qui n'est orientée que d'un seul côté, hein. C'est-à-dire que mettre en main celui de droite, ça ne sert strictement à rien. Voilà. Alors, je vais remettre mon adversaire de gauche en main, et je vais le remettre en main à quoi? Voilà. Je vais le remettre en main à la dame de cœur que je lui connais, puisqu'il a entamé du roi de cœur. Bien. Donc, il faut simplement soigner le timing. OK? Bon. Alors, parce qu'il va falloir le mettre en main à un moment donné où il ne pourra me jouer que carreau ou couper des fausses, hein, ce qui reviendra au même. Bien. Donc, comment est-ce que je m'y prends exactement? Entame cœur, qu'est-ce que je fais? Voilà, je mets l'as. Très bien. Qu'est-ce que je joue à la deuxième levée? Voilà, je commence par couper un cœur. Voilà. Donc, ça ne mange pas de pain. Alors, je coupe du 9. Hein, bon, enfin, bon, ça n'a pas de danger. Hein, il n'a pas entamé du roi de cœur sec, mais enfin, on ne sait jamais. Donc, je coupe du 9. Très bien. Donc, l'adversaire de gauche fourni. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Voilà, je donne deux coups d'atout en terminant au mort. D'accord? Et je coupe un autre cœur. Alors là, si par hasard la dame de cœur tombe, parce qu'il avait roi dame de cœur troisième, là, j'ai déjà ma 12e levée. Hein. Bon, évidemment, la dame de cœur ne tombe pas. Alors maintenant, on en est là. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Voilà, je vais purger les piques de mes deux mains, donc qui me permet déjà de faire ma 11e levée, hein, qui est la coupe de la main courte. Donc je joue roi de pique, pique pour l'as et pique coupé. OK? Voilà. Et on se retrouve donc dans cette position-là. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Voilà, je joue mon valet de cœur, l'adversaire de droite met forcément un petit, d'accord? Et je défausse le 6 de carreau. Mon adversaire de gauche fait la dame de cœur, et on se retrouve dans cette position-là, et là je peux lui montrer mon jeu, hein, je peux tabler, en lui disant, cher ami, soit vous jouez carreau et je fais as-dame, soit vous jouez couper des fausses, je coupe du mort, évidemment couper du mort, couper de la main ça sert à rien. Hein. Quand on vous joue couper des fausses, il faut couper de la main courte, hein. Si vous n'avez pas le même nombre d'atouts des deux côtés, il faut couper de la main courte. Bien. Donc vous coupez de l'as de trèfle de la main courte, vous défaussez la dame de carreau, et vous n'avez plus que des cartes maîtresses. Bien, alors, comme disait Dominique, trop fastoche. Bon, alors, très bien, on va voir si c'est toujours trop fastoche à la donne suivante, qui va être couplée avec celle-là. Alors, donc, je ne vous fais pas la séquence d'enchères, parce que c'est la même. Bien. Et vous voyez que le mort est exactement le même, à un petit détail près. Hein. Je ne sais pas si vous avez repéré ce petit détail, et ce petit détail, c'est le 10 de carreau. D'accord? Bien. Et donc, vous jouez le même contrat de 6 trèfles. Donc, vous avez les mêmes 11 levées de tête au départ, et votre idée va donc toujours être de faire une 12e levée à carreau. Bien. Mais cette fois-ci, votre adversaire entame non pas du roi de cœur, mais du 10. Donc, du coup, ça ne permet pas de localiser roi-dame de cœur. Alors, on sait qu'il n'a pas roi-dame, lui. S'il a eu roi-dame 10, il va entamer du roi. Mais on ne sait pas s'il a entamé dans rien que le 10, 19-8, ou s'il a entamé dans dame 19 ou roi 19. Donc, tout est possible. Donc, on est un peu dans le brouillard. Alors, le début du coup, à votre avis, qu'est-ce que ça va être le début du coup? Voilà, donc le début du coup, ça va être le même en fait. Hein. Ne serait-ce que parce que si votre adversaire de gauche a 5 cartes à queue, n'importe lesquelles, d'accord? Eh bien, la ligne de jeu qu'on a utilisée à la donne d'avant va fonctionner aussi. Parce que s'il a 5 cœurs, l'autre en a que 3, et donc quand je vais jouer le quatrième tour de cœur, parce que tout à l'heure, quand j'ai joué le valet de cœur pour le mettre en main, c'était le quatrième tour de cœur. Bon. Et à ce moment-là, ce quatrième tour de cœur, ça peut être que lui qui prend, si les cœurs étaient 5-3 au départ. D'accord? Bon. Donc la ligne de jeu de la donne d'avant fonctionnerait toujours dans ce cas-là.
Ok, bon. Sans compter l'hypothèse de roi dame troisième à droite, auquel cas bah, le valet de cœur est maître à ce stade. Hein. Bien. Alors, donc, je vous propose de commencer le coup exactement de la même façon. Donc, vous mettez l'as de cœur du mort, et vous coupez un cœur du 9 de trèfle, ça ne mange pas de pain. Bien. Alors maintenant, bah, on continue, deux tours d'atout, pareil, comme à la donne d'avant. Ok. Et puis, on continue, pareil, je coupe le cœur. Donc là, la dame tombe, mais pour l'instant, c'est le seul, hein, le roi n'est pas tombé. Et je coupe. Bien. Donc il reste toujours un gros honneur à cœur qui est le roi, et je ne sais toujours pas où il est. D'accord? Bien. Alors maintenant, je continue, comme tout à l'heure, par mes trois tours de pique. Donc pique pour le roi, pique pour l'as, et pique coupé. D'accord? Et on se retrouve dans cette position-là. Vous êtes d'accord? Bien. Et donc la même position que la donne d'avant. Et la donne d'avant, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait joué le valet de cœur en défaussant le carreau parce que ce valet de cœur allait vers mon adversaire de gauche. Donc je vais faire pareil, c'est-à-dire que je vais présenter le valet de cœur. Si mon adversaire de droite ne met pas le roi de cœur, soit il défausse, soit il met un petit cœur, bah, on joue comme à la donne d'avant. Je défausse mon carreau et c'est forcément le roi de cœur qui va arriver à gauche. Vous êtes d'accord? Et donc, on se retrouve exactement dans la même situation. Mais là, évidemment, quand je joue le valet de cœur, c'est le roi qui apparaît à droite. Et donc là, vous voyez que défausser le carreau, bah, ça sert strictement à rien, parce que du coup, on va me jouer carreau de la droite, et ça va m'obliger à faire l'impasse. D'accord? Bon. Donc autant faire l'impasse moi-même, je dirais à la limite, hein, ça n'amène que dalle. Donc comment est-ce que je vais procéder maintenant? Alors, je ne peux pas jouer à 100%, contrairement à la donne d'avant, mais je peux quand même améliorer grandement mes chances. Donc comment je fais? D'où l'importance du 10 de carreau, hein, que je n'avais pas à la donne d'avant. Et qui maintenant me donne une chance supplémentaire. Ouais, c'est plus difficile ça déjà. Hein. Non. Donc on m'a proposé, je coupe et je joue la dame de carreau. Non. Ça ne fonctionnera pas si le roi de carreau est à droite, par exemple, et le valet à gauche. Ou l'inverse, le roi à gauche et la dame et le valet à droite. Voilà. Il faut donc couper ce roi de cœur. D'accord? Et maintenant, présenter un petit carreau de votre main. D'accord? Alors, le valet de carreau, vous ne savez pas où il est. Le roi de carreau, vous ne savez pas où il est. Bien. Et on va donc faire des hypothèses. Alors, quand vous jouez le 6 de carreau, imaginez d'abord que le valet de carreau est à votre gauche. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il le met ou il ne le met pas, son valet de carreau. D'accord? S'il ne le met pas, vous mettez le 10 du mort, et le 10 du mort va faire tomber le roi. D'accord? Bon. Et du coup, vous avez votre dame de carreau qui est bonne. Donc, vous avez gagné. Maintenant, toujours dans l'hypothèse où le valet de carreau est à votre gauche, il met le valet de carreau. Bon, vous mettez un petit du mort, et maintenant, qu'est-ce qu'il joue? Il est en main. Vous voyez, et soit il continue carreau et ça tombe dans vos as-dames, soit il joue coupé des fausses, vous coupez d'un côté, vous défaussez de l'autre. Vous êtes d'accord? Bien. Donc ça veut dire que dès que le valet de carreau est à gauche, vous avez gagné. Quoi qu'il fasse, qu'il le mette ou qu'il ne le mette pas, de toute façon, vous êtes sûr de gagner. Et vous n'avez plus besoin du roi. C'est-à-dire que la place du roi n'a plus d'importance. Si le valet de carreau est à gauche, que le roi de carreau soit à gauche ou à droite, ça n'a plus d'importance. Dans tous les cas de figure, vous avez gagné. D'accord? Maintenant, si le valet de carreau est à droite, bien, là, votre mise en main échoue, puisque vous jouez petit carreau, l'autre met petit, le 10, il prend du valet. Et il va être obligé de rejouer carreau, parce que sinon, c'est couper des fausses. Et bien, il vous restera encore la chance de faire l'impasse. C'est-à-dire qu'en jouant de cette façon-là, vous avez transformé votre coup qui était a priori à 50%, le roi de carreau placé, vous l'avez transformé en 75%, puisque vous gagnez soit avec le roi de carreau placé à droite, mais vous gagnez aussi avec le valet de carreau à gauche. D'accord? Donc vous avez multiplié vos chances par deux. Enfin, vous êtes passé par deux, vous êtes passé de 50% de chance à 75% de chance. D'accord? Vous avez pris deux chances au lieu d'une. D'accord? Et si le roi de carreau est à gauche et le valet de carreau à droite, je chute. D'accord? Voilà. Sauf bêtise de l'adversaire de gauche qui mettrait son roi de carreau quand je joue petit carreau vers le 10. Bon,
Enfin, normalement, il n'est pas censé faire une bêtise comme ça. D'accord? Voilà. En tout cas, j'ai quand même amélioré mes chances. OK? Voilà. Donc là, en l'occurrence, bah, quand il a roi-valet de carreau derrière, j'ai gagné, alors qu'évidemment, sinon, je vais chuter. OK? Bien. Alors, passons à la donne 3. Alors, au niveau des enchères. Alors déjà, qu'est-ce que vous faites avec cette main passe-passe? Et vous êtes en 3e position. Voilà, hein, donc je vous rappelle qu'en 3e position, alors déjà, bon, cette main-là, elle a 11 points d'honneur avec une bonne couleur 6e, donc de toute façon, déjà, on pourrait l'ouvrir en premier. Hein. Bien. Et puis, en 3e position, c'est encore plus facile, parce que là, on peut ouvrir avec les mains avec lesquelles on serait intervenu. D'accord? Bon. Alors, en revanche, il n'est pas question de deux faibles, hein. Bon, même en 3e, où en 3e, les zones s'assouplissent dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir en 3e d'un deux faible ou plus fort que d'habitude. D'accord? Bon. En 4e, on ouvrirait de deux cœurs. Hein, ça, c'est pareil, c'est une chose que la plupart des gens ne connaissent pas. Mais en 4e, ça n'a pas d'intérêt d'ouvrir avec 6 points. Hein. Ouais, parce que vous allez forcément réveiller des adversaires qui sont, qui sont plus forts que vous. D'ailleurs, théoriquement, 6 points, ce n'est pas possible en 4e. Parce que ça veut dire qu'il y a 24 points qui se baladent entre 3 joueurs. Normalement, ce n'est pas possible qu'ils aient pas l'ouverture, enfin 34 points, pardon. 34 points, et donc normalement, il y en a forcément un qui en a 12. Hein. Bon, ne peuvent pas être 11, 11, 11, sinon ça fait 33. Bon. Mais même des mains à 7 points, 8 points, vaut mieux éviter d'ouvrir d'un 2 faible en 4e, parce qu'à ce moment-là, vous risquez donc de réveiller des adversaires plus forts que vous, surtout si vous avez les cœurs. Oui, bon. Donc, l'ouverture de 2 cœurs en 4e, on va l'utiliser grosso modo avec des mains je dirais, de 9-12. Hein. Ouais, c'est quasiment une vraie ouverture. Ouais, donc ça correspondrait à une ouverture de 2 cœurs en 4e. Bon. Mais là, on n'est pas en 4e, on est en 3e. Donc en 3e, c'est là encore très différent. Donc je vous propose d'ouvrir tout simplement d'un cœur. Et là-dessus, votre partenaire dit 2 trèfles Drury. Alors là, il y a plusieurs versions de Drury. D'accord? Bon. Hein, depuis l'invention du Drury par Monsieur Drury, et c'est très très vieux le Drury, hein, c'est quasiment le même âge que le Stemann, hein, c'est dans les mêmes eaux. Hein. Bon, voilà. Et à l'époque, donc quand Monsieur Drury avait inventé sa convention, on pouvait utiliser le Drury avec plein de mains différentes. Donc les mains fitées, avec au moins 3 atouts et 11 DH, mais on l'utilisait aussi avec les mains de 11 points d'honneur sans fit, d'accord? Et on l'utilisait aussi avec les mains avec une palanquée de trèfle. D'accord. Bon. Donc ça a créé donc, le Drury classique hein, de l'origine. Bon. Et puis après, il y a eu, alors, sur les réponses à ce Drury, la réponse de 2 carreaux était qu'on appelait le 2 carreaux ambigu. Donc on ne savait pas s'il y avait l'ouverture ou pas. Et on le disait au tour d'après. D'accord. Bon. Alors maintenant, la plupart des gens jouent ce qu'on appelle le Drury fité. Bien. Alors moi, personnellement, je ne joue pas exactement le même Drury sur un pic et sur un cœur. Bon, bah, pourquoi? Parce que sur un cœur, on n'a pas le problème des pics. Parce que quand on a les pics, on peut répondre à un pic. Sur l'ouverture d'un pic, on a des problèmes avec les cœurs. Voilà, bon. Donc c'est pour ça que je ne joue pas exactement le même Drury. Mais dans tous les cas de figure, il y a, à mon avis, une très mauvaise idée qui plane dans les tuyaux, qui consiste à dire, quand on joue le Drury fité, que la répétition de la majeure est une enchère faible pour s'arrêter. Et ça, je pense que c'est une mauvaise idée. Oui. Alors pourquoi? Parce que quand vous dites un cœur, deux trèfles, deux cœurs, stop, vous mettez vos deux adversaires au réveil. Oui, parce que vous prévenez celui de gauche que vous allez vous arrêter à deux cœurs. Voilà. Donc du coup, il peut se considérer en position de réveil. Quand vous gardez le deux carreaux ambigu, vous n'allez mettre qu'un de vos adversaires au réveil. C'est-à-dire sur deux carreaux ambigus, si votre partenaire dit deux cœurs, ce qu'il va faire pratiquement tout le temps quand il a que trois atouts, parce que les autres enchères sont pour indiquer quatre atouts, à ce moment-là, il dit deux cœurs, mais l'autre suite droite, là, il ne sait pas que je vais passer. Vous voyez, quand j'ai ouvert faible. Parce que je peux aussi dire deux carreaux avec une main forte. Bon. Donc, du coup, il n'est pas en position de réveil. Et maintenant, quand je passe, j'en mets un en réveil, mais j'en mets qu'un. Oui, voilà. Donc cette convention qui est de dire j'ai deux cœurs, je suis faible et je n'ai pas l'ouverture, à mon avis, c'est une mauvaise idée. Je pense qu'il est plus intelligent d'utiliser cette répétition pour dire j'ai une main pas très forte, mais j'en ai six. Voilà. Et ça va demander au partenaire, je dirais, de juger l'utilité de ces honneurs. Alors, il faut savoir que les dames et les valets,
d'accord, sont des honneurs qui sont en général déjà trop évalués par le compte 4-3-2-1. Hein, ça, là encore, vous pouvez refaire la vidéo, retourner voir la vidéo sur l'évaluation des mains. Donc déjà, en règle générale, on n'évalue pas assez bien les As et les Rois, et on surévalue les Dames et les Valets. Et ce phénomène est encore plus vrai quand le partenaire a une couleur sixième ou septième en face. Pour quelle raison? Parce que quand on a une couleur sixième ou septième, on a des courtes à côté. Vous voyez, des doubletons, des singletons, ou au pire des couleurs de trois cartes. Bien. Et en face de ces couleurs de deux cartes ou de trois cartes, les As et les Rois sont des couvrantes, les Dames et les Valets ne le sont pas. Vous voyez, en fait, un doubleton, une dame, ce n'est pas une couvrante. Bon. Et donc, du coup, il faut encore plus d'évaluer les dames et les valets que d'habitude. Donc, moi, j'utilise la séquence un cœur, deux trèfles, deux cœurs pour dire à mon partenaire, voilà, je ne suis pas très fort, mais j'en ai 6. Donc, si toi, tu as des As et des Rois, si tu as trois couvrants du genre la dame d'atout et deux As, voilà, on peut jouer 4 cœurs. Bon. Par contre, si tu as 11 points avec des dames et des valets, ça ne va pas coller avec ma main, et à ce moment-là, on s'arrête. Voilà. Et je trouve que c'est une façon beaucoup plus intelligente de jouer le drôlerie. Donc, du coup, avec cette main-là, on dit 2 cœurs pour dire, voilà, j'ai une petite ouverture, mais j'en ai 6. Bon. Donc, si toi, en face, tu as des couvrantes, tu peux éventuellement reparler. Alors là-dessus, votre partenaire dit 2 piques. Ah, alors, qu'est-ce que c'est que cette enchère de 2 piques? Alors, alors non, pas garde à pique, parce qu'on va jouer à la tout cœur, hein, parce qu'on est fité cœur. Hein. Bon, il y en a même fité 9e, donc il n'est pas question de jouer 300 à tout. Donc c'est juste pour indiquer l'emplacement de ces honneurs. C'est-à-dire que le partenaire nous dit j'ai une grosse concentration d'honneurs à pique. D'accord? Voilà. Et pour me demander si ça va m'être utile ou pas. Oui. Et s'il avait dit 3 carreaux, ça serait pareil. Oui, bon. Et là, donc, parce que si mon partenaire a une grosse concentration d'honneur à carreau, dans mon singleton, évidemment, ça ne me plaît pas. Par contre, quand il a une grosse concentration d'honneur à pique, bah, est-ce que ça me plaît? Bah oui, parce que ces honneurs à pique sont des couvrantes. Oui. Donc, du coup, qu'est-ce que je dis sur deux piques? Bah voilà, je dis 4 cœurs. Ok? Bien. Alors, là-dessus, le mort s'étale, et vous remarquez que roi-dame de pique sont des cartes qui vont effectivement vous être utiles en face de As-Valet troisième. Changez la main de votre partenaire et remplacez ces rois-dames de pique par roi-dame de carreau, et vous allez voir que le contrat de 4 cœurs, il est épouvantable. Même 3 déjà, ça serait en danger. D'accord? Bien. Alors, là-dessus, votre adversaire de gauche entame de la dame de carreau. Bon, le mort s'étale, et vous vous dites, j'ai tout mettre à pique, j'ai un carreau perdant, j'ai deux trèfles perdants, donc ça a l'air d'être un coup où tout repose sur la chute de la dame de cœur. Est-ce que ça vous va? D'accord? Bon, si les adversaires avaient entamé trèfle, il y aurait un danger de se faire couper un trèfle, mais bon, ils ont entamé un carreau, bon, et je vous le dis, ils vont rejouer carreau à la deuxième levée. D'accord? Donc, entame carreau, carreau, vous allez couper à la deuxième levée. Bien. Donc, vous savez que vous allez donner l'as de carreau, enfin, la première levée à carreau, et as-roi de trèfle. La défausse sur le quatrième pic vous sert à rien, puisque vous défaussez votre troisième trèfle, ce qui vous laisse quand même avec as-roi de trèfle à donner. Vous êtes d'accord? Bon. Donc, vous avez trois perdantes mineures totalement inéluctables, hein, un carreau et deux trèfles, et donc tout repose sur la capture de la dame de cœur. Bon, alors, la plupart des bridgeurs, qu'est-ce qu'ils font dans cette situation-là? Ils font appel aux mathématiques. D'accord? Bon, c'est-à-dire que on leur a expliqué, à juste titre, car d'un point de vue mathématique, c'est parfaitement juste, que, en dehors de tout contexte, la meilleure chance de capturer une dame quand on avait 9 cartes par l'As et le roi dans la couleur, avec le valet, évidemment, si on n'a pas le valet, on n'a pas le choix, parce qu'on n'a pas d'impasse à faire. Hein. Bon. Donc avec le valet, c'est de tirer As-Roi en tête. Que la probabilité que la dame tombe sur As-Roi en tête est légèrement supérieure aux 50% de l'impasse. Vous êtes d'accord? Bon, voilà.
Mais ça, alors, oui, on peut faire l'impasse des deux côtés, mais si on tire en tête, on l'a fait ni l'un ni l'autre, hein. Donc, c'est pas. Voilà, si je décide de tirer en tête, il n'y a pas de sens pour tirer en tête, hein. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, on va sortir du champ mathématique et on va faire du bridge. Et c'est beaucoup plus rigolo. Alors, jouer les trèfles pour voir où sont les honneurs, c'est une bonne idée de base. Ça a quand même un petit inconvénient, c'est que de temps en temps, ça permet aux adversaires de découvrir qu'ils ont une coupe à faire à trèfle quand les trèfles sont 5-2, qu'ils n'ont pas trouvé eux-mêmes. Bon, donc ça a quand même ce petit inconvénient-là. Alors qu'en fait, on n'en a pas besoin. Voilà, bravo Christine. Donc en fait, il faut se poser la question. D'abord, il faut quand même savoir une chose. Quand vous avez 8 cartes sans la dame, l'écart de probabilité entre le jeu en tête et l'impasse est énorme. C'est-à-dire que le jeu en tête est très 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 loin des 50% de chances de réussite. D'accord? Bon. Donc à 8 cartes, c'est quand même très très rare qu'on décide de tirer As-Roi en tête. Ça arrive pour des raisons stratégiques ou de raisons X ou Y, il y en a plein, mais enfin, c'est quand même relativement rare. En revanche, quand on a 9 cartes, l'écart de probabilité de réussite entre le jeu en tête et l'impasse est très faible. Il y a un avantage au jeu en tête, c'est vrai, mais c'est un avantage qui est très réduit. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'écart de probabilité de réussite entre les deux maniements. Il y en a un, mais il est très faible. Et donc, du coup, il y a très fréquemment un argument qui va nous faire basculer dans un sens ou dans l'autre. Bien. Et là, c'est de la gestion, et c'est pareil, c'est un truc dont je vous parle souvent dans ces cours de jeu de la carte, parce que c'est très important. C'est ce qu'on appelle la gestion des non-événements. Alors, il y a un événement qui s'est produit, c'est l'entame de la dame de carreau. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui s'est vraiment produit. D'accord? Bien. Et cette entame de la dame de carreau vous apprend que il y a dame valet de carreau à votre gauche, mais ça vous apprend aussi qu'il y a as-roi de carreau à votre droite. D'accord? Puisque votre adversaire, quand entame de la dame de carreau, il n'a pas le roi, et il n'a pas entamé sous l'as dans un contrat de 4 cœurs. Bien. Donc, vous savez qu'il y a as-roi de carreau à votre droite, même si vous ne les a pas montrés. Vous voyez, par exemple, si c'est entame dame de carreau petit, il prend du roi et qui rejoue un petit carreau, il n'a pas montré l'as de carreau, il n'est pas tombé. Mais vous savez quand même qu'il l'a. D'accord? Puisque l'autre n'a pas entamé dans As-Dame Valet de carreau contre le contrat de 4 cœurs. Hein, ça n'a aucun sens. Bien. Donc, du coup, vous coupez ce deuxième tour de carreau, évidemment. Voilà. Et vous savez que vous avez l'As de carreau à votre droite. Voilà. Et la gestion des non-événements, et ça c'est beaucoup plus difficile évidemment parce qu'on n'y pense pas, et beaucoup plus subtil, c'est que votre adversaire qui entame de la dame de carreau avec dame valet, ou dame valet 10, d'accord? Bon, dame valet ou dame valet 10, c'est une bonne entame. Mais ça ne fait pas partie des entames premium. Vous voyez, c'est quoi les entames premium? Des entames sur lesquelles on se précipite. C'est-à-dire on arrête de réfléchir dès qu'on en voit une. Voilà. Et l'entame premium par excellence, c'est As-Roi d'une couleur non nommée. Le cingleton aussi, mais le cingleton, c'est en deuxième. As-Roi, c'est vraiment ce qui vient avant tout le reste. Voilà. As-Roi d'une couleur non nommée, dans un contrat à la couleur, c'est prioritaire sur tout. Sur les cingletons, sur les rois dame valet, sur la couleur du partenaire, c'est prioritaire sur tout. Voilà. Donc un joueur qui fait une entame X, une entame lambda, d'accord, n'a pas As-Roi d'une couleur non nommée. En tout cas, il ne devrait pas. D'accord? S'il l'a, c'est qu'il a fait une bêtise. Bien. Ou alors qu'il est champion du monde et qu'il a trouvé une raison de champion du monde pour ne pas appliquer la règle de base. Bon. Mais normalement, As-Roi, c'est donc absolument prioritaire sur tout. Là, dans cette séquence-là, vous avez nommé les cœurs et les piques. Bon. Donc les deux entames normales de votre adversaire de gauche, c'est trèfle et carreau. Bon. Donc s'il a une entame premium à trèfle ou à carreau, il l'entame. Voilà. Donc, votre adversaire de gauche qui a entamé de la dame de carreau n'a pas As-Roi de trèfle. S'il n'a pas As-Roi de trèfle, il faut bien qu'il soit quelque part. Donc, ça veut dire qu'il y a au moins un des deux honneurs à trèfle qui est à votre droite. OK? Bon. Or, cet adversaire de droite, on lui connaît déjà As-Roi de carreau. Donc, As-Roi de carreau plus au moins le roi de trèfle,
ou l'as, enfin au moins le roi, ça fait déjà au moins 10 points d'honneur. Or, il n'a pas ouvert, donc il n'a pas la dame de cœur. C'est QFD, parce que s'il a vu la dame de cœur, ça lui aurait fait 12 points. S'il avait eu 12 points, il aurait ouvert. Et comme il n'a pas ouvert, il n'a pas 12 points, et donc il n'a pas la dame de cœur. Donc la dame de cœur est à gauche. Donc maintenant, les calculs de probabilité a priori qui me disent que la dame de cœur a plus de chances de tomber sur As-3 que de faire l'impasse, je m'en fiche. Je m'en fiche, puisque la dame de cœur, je sais où elle est. D'accord? Et à partir du moment où je sais où elle est, ben, à partir de là, il faut faire l'impasse. D'accord? Et il faudrait même faire l'impasse directe, parce que si par hasard elle est quatrième, vous voyez bien qu'il faut faire l'impasse sans coup de sonde. Il faut directement jouer le valet et laisser filer le valet. Ce qui me permettra, si elle est quatrième, de faire l'impasse 2 fois. Bon, si elle est troisième ou seconde, ça n'a pas d'importance. D'accord? Voilà. Mais si elle est troisième, donc une impasse me suffit à ce moment-là, mais il faut faire l'impasse contre le joueur de gauche, puisque je sais qu'il a la dame de cœur. D'accord? Voilà. C'est pas quelque chose de complexe, hein, c'est pas compliqué dans le raisonnement, mais la difficulté vient du fait qu'on ne pense pas à se poser la question. Alors, comment est-ce qu'on y arrive à faire ça? Eh bien, déjà, dès que vous voyez une couleur de 9 cartes par As-3, ce qui va vous arriver des centaines de fois, des milliers de fois dans votre vie, évidemment, dites-vous bien que tirer en tête, ça n'est qu'un tout petit plus. C'est-à-dire que je joue mon coup à 51,5%. Vous voyez? Bon, 51,5%, c'est quand même à peine mieux que les 50% d'une impasse. Donc, si j'arrivais à savoir où était cette dame, ça serait quand même vachement mieux. Dès que vous vous êtes posé la question, eh ben, vous êtes sur la bonne voie. Ça ne veut pas dire que vous allez toujours trouver la réponse, mais au moins vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Et vous allez chercher des arguments pour savoir si vous pouvez savoir où est la dame. Parce que l'aspect mathématique du bridge, ça n'est que la dernière roue du carrosse. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne se fie au calcul mathématique que lorsqu'on ne peut pas faire autrement, que lorsqu'on ne sait pas. Voilà. Et si on ne sait pas, eh ben là, à ce moment-là, on va jouer en fonction des probabilités. Mais je dirais presque, alors je choque souvent des gens quand je dis ça, mais pourtant je pense que c'est vrai, qu'un bon joueur de bridge doit détester les mathématiques. Voilà. Et ne se fier aux mathématiques qu'en dernier ressort, quand vraiment on ne peut pas faire autrement. Voilà. Parce que, alors, je vais employer une phrase peut-être un petit peu grandiloquente ou un petit peu poétique, si vous voulez, ça dépend comment vous allez prendre ça, mais jouer en fonction des probabilités et donc des mathématiques, c'est remettre son sort dans les mains capricieuses du hasard. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Parce que c'est la gestion du hasard. Bon, alors évidemment, si je me fie aux mathématiques toutes les donnes de ma vie, bon, et ben, à la fin de ma vie, j'aurais pris plus de bonnes décisions que de mauvaises. C'est-à-dire que la limite, j'aurais gagné 51 fois et demi sur 100. Bon. Mais le bridge, si vous voulez, c'est plus complet, c'est plus subtil et c'est plus merveilleux que ça. Voilà. Donc, le but d'un bridger, c'est pas de jouer en fonction des probabilités, ne serait-ce que parce que celui à qui il va être comparé dans l'autre salle va faire pareil. Ouais. Et que quand on joue en fonction des probabilités, on ne, et qu'on imagine que le joueur à qui vous êtes comparé dans l'autre salle va faire comme vous, ben, vous n'allez pas créer d'écart. C'est-à-dire que la dame de cœur tombe ou qu'elle ne tombe pas, à la limite, peu importe, parce que de toute façon, ça va faire pareil que dans l'autre salle. Ouais. Or, le but d'un bridger, c'est pas de faire pareil que dans l'autre salle, c'est de faire mieux que l'autre salle. D'accord? Voilà. Donc, il faut essayer de trouver des arguments justement pour essayer de créer des écarts, parce que c'est comme ça qu'on gagne des points. Voilà. Si vous faites toujours pareil que ce qui se passe dans l'autre salle, bah, vous faites que des matchs nuls. Quoi, hein. Voilà. Donc, c'est pas ça l'idée. Bon, et en général, vous ne faites pas des matchs nuls, vous perdez parce que vous allez forcément avoir un coup de pas de peau qui va vous arriver sur la tête. Voilà. Bon. Hein, n'est-ce pas, Dominique? Je pense. Alors, donc du coup, là, vous savez que la dame de cœur est à gauche. Donc, vous faites l'impasse. OK? Alors, on continue. Alors, donc, vous avez ouvert d'un 100 à tout. Votre partenaire a fait un Texas. Vous avez dit deux piques et il a dit 300 à tout. Ah, il faut bien savoir analyser la carte d'entame. Oui, bien sûr, c'est très important d'analyser la carte d'entame des adversaires. Alors, qu'est-ce que vous faites sur 300 à tout? Ah, alors, pas sous 4 piques.
Alors, c'est pas net. C'est pas net. Alors, euh, il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose. C'est que lorsqu'on a un feed 5-3, avec une main 5-3-3-2 d'un côté et une main 4-3-3-3 de l'autre, avec trois atouts. Évidemment, on pourrait 4 atouts, mais avec trois atouts. Donc, ce qui est le cas là. Le contrat de 300 atouts est très souvent un meilleur contrat que 4 piques. D'accord? Bon, ça, c'est les statistiques, ça, c'est les mathématiques. Hein. C'est-à-dire qu'on fait tourner des ordinateurs et on s'aperçoit que le contrat de 300 atouts est souvent un meilleur contrat que 4 piques. Souvent, ça ne veut pas dire toujours. Voilà. Alors, parce que ça va dépendre aussi de l'emplacement des honneurs. Bon. Alors, avec cette main-là, on est quand même limite, parce que votre partenaire, il a un doubleton. Hein. Bon. Alors, on ne connaît pas la main de Nord, non, mais enfin, la plupart du temps, quand il fait ça, il est 5-3-3-2. Alors, pas toujours, c'est vrai, il peut être 5-4-2-2, éventuellement, hein, bon, quand il fait ça. Mais enfin, bon, en tout cas, il n'a pas de singleton. D'accord. Bon. Alors, là, l'emplacement des honneurs de ma main milite plutôt en faveur de l'enchère de 4 piques. Parce que si mon partenaire a un petit doubleton, quel qu'il soit, je vais être en danger à sans atout dans cette couleur-là. S'il a un petit doubleton cœur, je suis en danger immédiat de perdre 5 levées. Petit doubleton carreau, j'ai roi 6, 3, 2, donc ils vont quand même pouvoir affranchir au moins 3 ou 4 levées de carreau. Et même petit doubleton à trèfle, hein, parce que s'il faut lâcher la main deux fois, je peux être en danger sur l'entame à trèfle. Bon. Donc ça militerait plutôt en faveur de l'enchère de 4 piques. Mais bon, paradoxalement, de l'autre côté, 4-3-3-3, c'est vrai que c'est souvent meilleur 300 atouts. Je peux avoir aussi 9 levées de tête au contrat de 300 atouts, alors que je pourrais avoir 4 perdantes au contrat de 4 piques. Bon, donc c'est clairement pas net. Alors, on peut améliorer un petit peu les choses. Au début du cours, je vous ai parlé d'une convention qui est cette convention après un Texas de jouer 200 atouts forcing. D'accord. Alors, non, 300 atouts, c'est pas 8-10 H. Hein. 300 atouts, ça veut dire qu'il a de quoi jouer 300 atouts. Bon, et donc il ne veut pas jouer le chelem. Voilà. Donc, en point d'honneur, il a donc en principe au moins 9, puisqu'il fait une séquence forcing de manche, et il n'a pas 15, parce qu'à partir de 15, il pouvait avoir un espoir de chelem. Donc, grosso modo, il est entre 9 et 14. Mais non, ce n'est pas une question que je dois me poser. Hein. Parce que je suis moussaillon, moi. Donc, voilà. Donc là, mon partenaire, quand il dit 300 atouts, il fait ce qu'on appelle une conclusion double. Bon. C'est-à-dire qu'il conclut à 300 atouts ou à 4 piques. Et mon rôle de moussaillon se borne à choisir entre 300 atouts et 4 piques. D'accord. Bon. Et donc, je cherche des arguments pour savoir si je vais passer sur 300 atouts ou dire 4 piques. Alors, si j'ai pas de fit, c'est simple, je passe toujours. Si j'ai un fit quatrième, c'est simple, je dis toujours 4 piques. Si j'ai un fit troisième et un doubleton, en général, je dis aussi 4 piques, parce que là, j'ai une possibilité de coupe de la main courte. Bon. Donc le problème se pose quand j'ai une main 4-3-3-3, voilà, avec le fit. Où là, je suis tiraillé un peu entre la chèvre et le chou pour savoir s'il faut que je passe sur 300 atouts ou si je dis 4 piques. Alors, on peut améliorer le rendement. Donc, c'est ce que je vous disais, avec cette convention qui est un 100 atouts, 2 cœurs, 2 piques, 200 atouts, forcing. Bien. Et qu'on va utiliser avec un certain nombre de mains. Donc, soit les mains avec un singleton, soit les mains quantitatives de Schlem, soit les mains qui hésitent justement vraiment entre 300 atouts et 4 piques. Et l'avantage, c'est que sur ce 200 atouts forcing, donc vous irez voir le dossier, hein, je ne vais pas vous faire tout le truc là parce que ça nous prendrait trop de temps, mais bon, en gros l'ouvreur dit s'il est fité pique ou pas. Donc il dit 3 trèfles, je ne suis pas fité, 3 carreaux, je suis fité. Bon. Et sur 3 carreaux, je suis fité. Le partenaire, quand il dit 300 atouts, il dit voilà, j'ai une main 5-3-3-2 avec plutôt des honneurs éparpillés dans toutes les couleurs et je jouerais volontiers le contrat de 300 atouts. D'accord. Situé 4-3-3-3. Ouais. Donc, du coup, quand il dit un 100 atouts, 2 cœurs, 2 piques, 300 atouts, il dit je jouerais plus volontiers 4 piques que 300 atouts, même situé 4-3-3-3. Vous voyez, ça nous donne un peu plus de souplesse dans l'utilisation des 5-3-3-2, en fait. C'est-à-dire qu'on peut inciter le partenaire à jouer plutôt 4 piques ou l'inciter à jouer plutôt 300 atouts. Ouais, bon. Ce n'est pas des ordres, c'est des incitations. Oui, donc ça nous donne quand même plus de chances de mieux résoudre cette histoire de choix entre 300 atouts et 4 piques quand on est dans le cas de figure 5-3-3-2 d'un côté, 4-3-3-3 de l'autre.
Bien. Alors, remarque importante. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, cette histoire de jouer 300 atouts avec un fit majeur concerne beaucoup plus souvent le match par 4 que le tournoi par paire. Voilà. Alors que les gens croient que c'est l'inverse. On croit qu'on joue 300 atouts en tournoi par paire. C'est pas vrai. On joue plus souvent 300 atouts par 4 que par paire. Pourquoi? Parce que le danger par paire, c'est, même si 300 atouts est un meilleur contrat que 4 piques, ça ne veut pas dire que 4 piques chute. Et on risque de se retrouver à 300 atouts égale 400 avec 4 piques 420. Ce qui n'a aucune importance en match par 4, c'est un point de perdu, mais ce qui est gravissime en tournoi par paire. D'accord? Et l'hypothèse 430 à 300 atouts plus 1 contre 420 à 4 piques égales est beaucoup plus rare. Elle est beaucoup plus rare. Elle arrive, mais elle est beaucoup plus rare. Oui. Donc, du coup, cette histoire de jouer 300 atouts avec un fit à pique, et c'est plus une histoire de match par 4, où l'idée est de jouer le meilleur des contrats. Oui. Bon, et si on fait 400 contre 420, c'est pas grave. Oui. Bon. Donc, voilà. Donc, du coup, on se retrouve face là à une main vraiment borderline, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop s'il faut dire 4 piques ou s'il faut dire 300 atouts. Alors, dans le doute, vous allez appliquer la règle suivante. Tout dépend du contexte du match. Est-ce que vous avez envie de créer un écart ou pas? D'accord? Alors, en fonction de quoi on prend cette décision? On prend cette décision en fonction d'abord de comment se passe le match. Alors, ça dépend si on est au début de match ou si on est en fin de match. Si vous êtes en fin de match, vous avez en général une idée de comment ça se passe. Est-ce que vous pensez que vous êtes plutôt bien ou est-ce que vous pensez que vous êtes plutôt pas bien? Si vous pensez que vous êtes plutôt bien, ce n'est pas le moment d'aller créer des écarts. Donc, faites l'enchère qui va être la même que celle de l'autre côté. En général, de l'autre côté, on va dire 4 piques, quand on est fité, sans se poser toutes ces questions métaphysiques. Bon. Donc, à ce moment-là, si vous n'avez pas envie de créer un écart, vous pensez que vous êtes déjà bien dans votre match, vous dites 4 piques. Si au contraire, vous pensez que ça se passe mal, bah, c'est l'occasion d'aller créer un écart. Et donc là, vous passez sur 300 atouts. D'accord? En espérant que 4 piques chutent et que vous gagnez 300 atouts. En tout cas, vous allez créer un écart. Si jamais ça rate, vous allez agrandir l'ampleur de la défaite, mais avec une chance de recoller au score si jamais ça fonctionne. Voilà. Bon. Alors, si vous êtes en début de match, là, c'est évident, c'est plus compliqué parce que vous ne savez pas encore si ça va bien se passer ou pas bien se passer. Bon. Donc là, vous allez prendre votre décision en fonction de ce que vous pensez de vos chances de gagner le match, c'est-à-dire contre qui vous jouez. Est-ce que vous jouez contre une équipe a priori plus forte que vous ou est-ce que vous jouez au contraire contre une équipe a priori moins forte que vous? Si vous jouez contre une équipe moins forte, ce n'est pas le moment d'aller créer des écarts, je dirais un peu quelque part bêtement, puisque vous pouvez penser que vous allez finir par gagner le match de façon naturelle. Donc là, vous dites 4 piques. Si au contraire, vous jouez un match a priori contre des types plus forts et que vous pensez que vous n'êtes pas favori pour le gagner, à ce moment-là, dites passe sur 300 atouts. Vous voyez, c'est l'idée, est-ce que vous avez envie de créer un écart ou pas? Voilà. Donc, et vous allez donc prendre la décision en fonction de ça. Bien. Alors, vous voyez, tout ça c'est très intéressant, c'est très subtil, et comme je l'explique souvent, c'est totalement inexplicable à un ordinateur. Voilà. Parce que l'ordinateur, ça lui dire savoir s'il pense qu'il est plus fort ou moins fort que les adversaires. L'ordinateur, il ne le sait pas, ça. Hein. Bien. Bien. Alors, bref, vous voyez, toutes ces genres de choses, ça fait partie du bridge, et ce sont des choses qui sont absolument pas programmables. Bon. Bref. Alors, on va imaginer, pour l'intérêt du jeu de la carte qui va suivre, que vous avez décidé de dire 4 piques. Bon. Donc, vous avez décidé de dire 4 piques, et ça reste là. Et le mort s'étale. Et quand vous voyez le mort, donc avant même l'entame, est-ce que vous êtes content de votre décision ou pas? Alors, donc pour l'instant, j'en ai 3 contents. Ah, et 3 pas contents. Moyen 50-50. Ah, 4-3, 4-4, 5-5. Voilà, bon, bah, oui, donc on est la moitié content, la moitié pas content. Bah, regardez bien les deux jeux. Quel est le meilleur contrat entre 300 atouts et 4 piques? Quel est le meilleur des deux? Ah, ouais, ça, c'est drôle parce que tout le monde n'est pas d'accord. Alors, au contrat de 300 atouts, vous avez, vous, comme levé, 5 levées de pique,
As-Roi, As-Roi. D'accord? 9 levées, 2 têtes. Donc, vous ne pouvez chuter 300 atouts que si vos adversaires font les 5 premières. Alors, ils ne peuvent pas faire les 5 premières, ni à trèfle, ni à carreau. Ils ne peuvent donc faire que les 5 premières qu'à cœur. D'accord? Alors, le problème, c'est que pour perdre les 5 premières levées de cœur, il faut réunir beaucoup de conditions défavorables. D'abord, il faut que les cœurs soient 5-2. Bon, ce qui n'est pas la probabilité, parce que le partage le plus probable de très 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 loin, c'est 4-3. D'accord? Et les cœurs 5-2, ça ne suffit pas à battre 300 atouts. Parce qu'il faut encore qu'il y en ait 5 à gauche. Si on a 5 à droite, votre adversaire de gauche, il ne va pas entamer de son double ton à cœur. Non? Ou alors, à ce moment-là, vous appelez la police. Hein. S'il entame le roi de cœur second et qu'il touche les 5 cœurs as-dame de son partenaire, vous appelez la police. D'accord? Ce type-là, il triche. Ouais, bon. Donc, si les cœurs sont 5-2, il ne va pas entamer à cœur. Bon, donc déjà, on est sauvé. Vous voulez pas, les cœurs 4-3, je fais déjà presque 50%, rien qu'à soi tout seul. 2, par les cœurs 5-2, quand il y a double ton à gauche. Bon. Et puis, même si les cœurs sont 5-2 avec double ton à droite, donc avec 5 cœurs dans la main de gauche, on n'a pas encore chuté. Il y a encore tous les cas de blocage. C'est-à-dire roi-dame sec, as-roi sec, as-dame sec. D'accord? Voilà. Donc, si j'additionne les cœurs 4-3, les cœurs 5-2 avec double ton à gauche, les cœurs 5-2 avec 5 cœurs à gauche, mais bloqués, roi dame sec, dame sec et as-roi sec, d'accord? Et bien, vous apercevez que mes chances de gagner le contrat de 300 atouts, alors je vous épargne les calculs, puis je me les épargne à moi surtout, on est, à mon avis, à la louche, aux alentours de 85-90% de chances de gagner 300 atouts. Vous êtes d'accord? Bon. Alors maintenant, passons au contrat de 4 piques. Alors, j'ai 5 levées de pique, as-roi de carreau et as-roi de trèfle. Ça fait 9. Et ma dixième? Isabelle! Toujours du mal à se rendre compte que je suis en cours, moi, et qu'on l'entend. Alors, où est-ce qu'il est la dixième? Ouais. Alors, ma dixième, c'est les carreaux 3-3. Hein, on est d'accord. Bien. Seulement, les carreaux 3-3, c'est quoi le problème? C'est que pour affranchir un carreau, il faut que je perde la main. Donc j'ai déjà perdu la main. Alors d'une part, c'est 36%, hein, effectivement, donc déjà, c'est pas beaucoup. Mais surtout, ce n'est pas suffisant. Parce que je perds la main à l'entame. C'est-à-dire que déjà, je peux perdre les 3 premières levées à cœur. Ouais. Et puis quand je vais affranchir mes carreaux, je vais reperdre la main. Et là, mes adversaires, quand ils voient les cœurs du mort, ils ont peut-être le droit de jouer cœur, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord? Bon. Donc vous voyez bien que quand on voit les deux jeux, on regrette de ne pas avoir passé 300 atouts, parce que le contrat est 50 millions de fois meilleur que 4 piques. Bon. Alors, ce n'est pas une preuve qu'il fallait passer, parce qu'il suffirait que je change. Déjà, je change le double ton de mon partenaire, déjà, je lui mets 2 petits cœurs à la place des 3 petits. Déjà, ça diminue considérablement mes chances à 300 atouts. Bon, donc déjà, il y aurait ça. Hein. Bon. Mais, et puis, il suffirait de lui mettre un valet en plus, et de changer le valet de carreau en valet de pique, ou l'inverse, le valet de pique en valet de carreau, et avec 2 petits cœurs à la place de ça, et du coup, ça ferait basculer le contrat en faveur du contrat de 4 piques. Vous voyez? Bon. Donc, du coup, bon. Alors, on vous entame de la dame de trèfle. Donc, vous jouez 4 piques. Hein. Alors, il y a Gilbert qui nous propose une solution. Alors, Gilbert, ce que vous allez faire, non, d'ailleurs, je vais le faire moi-même, ça va être plus simple. Je vais faire un copier-coller, parce que Gilbert m'a envoyé sa solution à moi, ce qui est normal, parce que c'est comme ça que je lui demande de le faire. Mais là, je vais vous l'envoyer à tous. Voilà. Donc, vous voyez la solution que nous propose Gilbert. Alors, que propose Gilbert? Je prends l'entame à trèfle. Je donne 2 coups d'atout seulement. Je coupe un trèfle pour éliminer les trèfles. J'encaisse as-roi de carreau. Et je joue cœur, moi-même, d'accord? En espérant que mes adversaires soient obligés de prendre, ne puissent encaisser que 2 levées de cœur, et soient contraints de jouer couper des fosses.
Bon, alors, pour que ça marche, alors, donc là, c'est pas. Il dit il faut faire une prière. J'ai peur que la prière ne soit pas suffisante. Oui, parce que, ou alors, faut être vraiment très, très dévot. Hein, parce que, regardez bien ce qu'il faut pour que ça marche. Il faut que les cœurs soient bloqués. C'est-à-dire qu'il faut que les cœurs soient 5-2. Si les cœurs sont de 4-3, ça ne marchera pas. Ils pourront forcément donner 3 coups de cœur. Et ils pourront, à ce moment-là, encaisser le carreau d'un côté ou de l'autre. Bien. Donc, il faudrait que les cœurs soient bloqués avec donc As-Dame sec ou Roi-Dame sec à cœur. Mais il faudrait que celui qui double ton cœur soit aussi double ton carreau, parce que sinon il a encore un carreau à jouer. Et il faudrait aussi qu'il soit double ton pique, parce que sinon, s'il a un troisième pique, il peut sortir de main à pique. Donc il faudrait qu'il ait 7 trèfles, en gros. Quoi. Bon. Et d'ailleurs, ça peut même pas marcher, parce que s'il a 7 trèfles, je me fais couper le roi de trèfle. Oui. Bon. Donc du coup, ça ne peut pas marcher. Bien. C'était bien d'y penser, c'était imaginatif, et c'était bien déjà d'avoir eu cette idée. Bien. Mais franchement, elle n'est pas crédible. Oui. Donc ça ne va pas fonctionner. Bon. Alors, nous sommes donc confrontés à un contrat de 4 piques qui a l'air d'être absolument à 0%. Voilà, parce qu'il me faut les carreaux 3-3, ça c'est tout à fait indispensable, pour avoir une dixième levée. Si chez les carreaux ne sont pas 3-3, je n'ai même pas de dixième levée envisageable. Donc si je n'ai pas de dixième levée envisageable, je ne peux pas gagner. Bon. Mais les carreaux 3-3, vous voyez que ce n'est pas suffisant, parce que quand je vais affranchir mes carreaux, je vais perdre la main, et à ce moment-là, mes adversaires vont pouvoir encaisser leur cœur. Voilà. Alors, donner les cœurs d'abord, ben non, ça ne marche pas, parce que si je leur donne les cœurs, ben ils font leurs 3 levées de cœur, et puis après, si j'ai plus rien à défausser sur mon carreau une fois qu'il est maître. Est-ce que vous voyez ça? D'accord? Alors, défausser un cœur sur un trèfle, c'est-à-dire jouer à ce roi de trèfle, les trèfles en défaussant un cœur, ça ne me sert à rien, ça, parce que les adversaires prennent ce troisième coup de trèfle et jouent cœur, cœur, ils encaissent leurs 2 cœurs, et puis après, ils n'ont plus qu'à rejouer n'importe quoi et à attendre paisiblement de faire une levée de carreau. Oui, parce que je vais me retrouver avec mon carreau irrémédiablement perdant. Et donc j'aurais perdu un trèfle, 2 cœurs, et puis le carreau qui est irrémédiablement perdant. Donc ça ne fonctionne pas. Alors, sauf... Alors, le problème, c'est que... Alors, on s'approche, on s'approche, on s'approche, on s'approche. Alors, il y en a déjà un qui a trouvé, et il y en a quelques-uns qui sont en train de s'approcher. Alors, si je défausse le carreau du mort sur le troisième trèfle, c'est-à-dire je joue as de trèfle, roi de trèfle, et trèfle en jetant le carreau. D'accord? Bon. Ça me permettra après de jouer as de carreau, roi de carreau, carreau coupé. Bon, très bien. Seulement, le problème, c'est que quand je joue as de trèfle, roi de trèfle et trèfle, je perds la main. Bien. Et donc là, mes adversaires font la levée de trèfle et ils ont 3 cœurs ouverts. D'accord? C'est-à-dire que je vais me retrouver. Alors, je serai sauvé par un blocage des cœurs. Oui. As-dame de cœur sec, et encore même pas, parce que s'il y a As-dame de cœur sec, ils peuvent encore jouer As de cœur, Dame de cœur prise du roi et cœur coupé. Bon, oui, c'est pas encore tout à fait gagné-gagné. Hein. Bon, admettons que ce soit difficile pour eux. Mais enfin, dès que les cœurs sont 4-3, j'ai chuté. D'accord? Et dès que les cœurs sont 5-2, j'ai chuté aussi s'il n'y a pas de blocage du tout. C'est-à-dire s'il y a roi second, dame seconde, as second. Là, c'est facile d'éviter le blocage. Ou même s'il se bloque, de prendre une coupe. Oui, bon. Donc, du coup, mes chances de gagner comme ça sont quand même quasiment égales à 0. Alors, quand on n'a pas de solution technique au bridge, d'accord? Eh bien, on fait appel à la psychologie. Voilà. C'est-à-dire qu'on va faire un coup psychologique. Voilà. Et un coup psychologique, ça a plus de chances de marcher en début de coup qu'en cours de jeu. Pourquoi? Parce qu'en début de coup, mes adversaires sont quand même un petit peu dans le brouillard. Voilà, ça y est, il y a un deuxième ou un troisième qui a trouvé. Voilà. Alors, on va faire un coup. Alors, vous savez,
dans les cours précédents, on avait vu des mises en main, des squeezes, des machins, tout un tas de coups techniques qui sont, voilà, dès qu'on parle de squeeze, en plus, c'est toujours hyper, prestigieux, hein, quand on fait un squeeze, quand même, ouais, bon, voilà, hein. Déjà, on a franchi une marche, hein, on est rentré chez les grands quand on a fait un squeeze au moins une fois dans sa vie, hein. Bon, voilà, bon. Mais ce coup-là, c'est beaucoup plus difficile. Voilà. C'est très, très difficile. Parce que d'abord, il faut y penser tout de suite. Et j'arrête pas de vous dire, enfin, pas que moi, tous les professeurs de France, de Navarre, du reste de l'univers, passent leur temps à vous dire un plan de jeu, ça se fait avant d'appeler la première carte du mort. D'accord? Voilà. Et ça, il faut vraiment le faire. Quand vous vous appelez Thomas B6, eh ben, Thomas B6, il fait son plan de jeu avant d'appeler la première carte du mort. D'accord? Voilà. Bon. C'est une des raisons qui fait qu'il est Thomas B6. Ce n'est pas la seule, mais c'est une des raisons qui fait qu'il est Thomas B6. Voilà. S'il appelait la carte du mort sans réfléchir, il ne s'appellerait pas Thomas B6. Voilà. Bon. Et la solution, voilà, elle est absolument magnifique. Il faut laisser passer la dame de trèfle. C'est un truc auquel évidemment, qui n'est pas du tout naturel, auquel on ne pense pas quand on a deux petits pour As-Roi. Bon. Surtout si on a été intoxiqué par le compte en perdante, voilà, en tout cas par les plans de jeu en perdante. Quand on est intoxiqué par le plan de jeu en perdante, on ne peut pas imaginer une seule seconde de laisser passer l'entame à la couleur quand on a deux petits doubleton pour As-Roi, puisque c'est une couleur où on a zéro perdante. Donc on ne va pas en créer une dans une couleur où il n'y en a pas. Bon. Alors, déjà, quand on n'est pas intoxiqué par ça et qu'on fait son plan de jeu en levé depuis longtemps, déjà, c'est un petit peu plus facile. Et à quoi ça va servir? C'est que votre adversaire de gauche, qui a entamé la dame de trèfle, quand la dame de trèfle fait la levée, est-ce qu'il peut imaginer une seule seconde que vous avez As-Roi? Réponse, non. Il n'y pense même pas. Même si c'est Cédric Lorenzini qui est en train de jouer contre Thomas B6. Il n'y pense pas. Et il se dit, mon partenaire a forcément au moins un gros honneur à trèfle, éventuellement le déclarant a pu laisser passer avec l'As, mais il ne l'a pas laissé passer ni avec le roi, ni avec As-Roi. Donc mon partenaire a soit As-Roi, soit au moins le roi. Et du coup, quand il voit un mort plat comme ça, où il n'y a pas de défausse à l'horizon, d'accord, donc a priori pas de danger, il n'a aucune raison d'aller prendre des risques et d'aller attaquer une couleur, surtout du fond du cours, c'est-à-dire vers le déclarant. Oui. Par exemple, si votre adversaire il a As-Dame de cœur ou le roi de cœur ou même la Dame de cœur ou des choses comme ça ne va même pas lui traverser l'esprit de jouer cœur à ce stade. Il va avoir beaucoup trop peur de tomber dans une fourchette chez vous, alors qu'il a une continuation à trèfle qui est absolument gratuite, puisqu'il est persuadé que son partenaire a le roi ou As-Roi. Ouais. Donc, même si c'est Cédric Lorenzini, il va rejouer trèfle à la deuxième levée. Il ne va jamais soupçonner un truc pareil. D'accord? Et résultat des courses. Mais regardez ce qui se passe. Alors, dame de trèfle, vous mettez un petit, petit, vous mettez petit. Alors, bien sûr, il faut mettre petit sans hésiter. Mais vous n'hésitez pas parce que vous avez réfléchi avant de jouer le 2 du mort. Ouais. Donc, quand vous hésitez, quand vous réfléchissez à votre plan de jeu, votre adversaire, il ne sait pas à quoi vous pensez. Vous pouvez très bien être en train de penser à la suite. Oui. Bon. Donc, du coup, ça ne lui dit absolument pas que vous avez As-Roi de trèfle. Par contre, si c'est Dame de trèfle, petit, petit, et que là, vous hésitez 3 plombes avant de mettre petit, c'est un peu moins bien déjà. Hein. Bon, donc, il faut hésiter avant de jouer le 2 de trèfle du mort. Bien. Et maintenant, votre adversaire, absolument sans méfiance, va rejouer trèfle. Là, je vous assure qu'il ne jouera jamais cœur. D'accord? Bien. Et du coup, il va rejouer trèfle. Vous prenez du roi. Alors maintenant, attention au timing. Hein. Comment je joue maintenant? Parce qu'il faudra penser donc à mes reprises de main. Voilà. Donc, mais attention, je ne peux pas donner 3 tours d'atout. Si je donne 3 tours d'atout, j'ai plus de reprise pour mon 13e carreau. Il faut que je garde une reprise à pique. D'accord? Alors regardez. Vous encaissez l'as de trèfle. Bon, vous pouvez donner 2 coups d'atout avant, c'est pareil. Hein. Vous jetez le carreau du mort. D'accord? Il faut jeter le carreau, surtout pas le cœur. Il faut jeter le carreau. D'accord? Et maintenant, vous jouez 3 coups de carreau. Donc as de carreau, roi de carreau, carreau coupé, maître, du 9 de pique. D'accord? Et maintenant, quand les carreaux sont 3, alors s'ils ne sont pas 3-3, vous avez fait tout ça pour rien. Hein. Bon. Mais quand les carreaux sont 3-3, votre carreau est maître. Et maintenant, vous pouvez donner 3 tours d'atout. Alors attention, en finissant dans votre main, donc il va falloir aller trouver les piques 3-2. Si les piques sont 4-1, ça ne marchera pas. Donc vous donnez 3 coups d'atout en finissant chez vous, dans n'importe quel ordre, ça n'a pas d'importance. Et maintenant, il n'y a plus d'atout dehors, et vous pouvez jouer votre carreau-maître en défaussant le petit cœur du mort. Et hop, ni vu ni connu, que je t'embrouille.
Voilà. Et vous avez réussi le plus grand hold-up du siècle. D'accord? Voilà. Et gagné un contrat qui était théoriquement à 0%. OK? Alors, cette donne-là, elle est très intéressante, vraiment pour vous faire comprendre quelque chose. Enfin, deux choses. Alors d'abord, première chose vraiment importante, ne jouez pas la première carte du mort, même si elle semble évidente, si vous n'avez pas fait votre plan de jeu. Ça, déjà, c'est la première chose. D'accord? Et ça, quel que soit votre niveau. Hein, bon. Donc c'est la première chose importante. Deuxième chose importante, il va vous arriver souvent dans votre vie de bridger de jouer des contrats désespérés. Voilà, c'est comme ça, parce que les enchères, c'est pas toujours très précis, et que de temps en temps, bah, les jeux ne collent pas vraiment les uns avec les autres, et qu'on se retrouve à jouer des contrats à 0%. Ça arrive. Dans ces cas-là, il faut toujours, faut pas abandonner, il y a toujours un espoir que l'adversaire vous file le coup. Voilà. Bon. Et il faut simplement essayer de se poser la question, de se mettre dans leur peau, d'accord, et leur donner le maximum de cordes pour qu'ils puissent se pendre eux-mêmes. Voilà. Et dites-vous bien que plus vous lâchez la main tôt dans le coup, et plus ça va être difficile pour les flancs. Voilà. Parce qu'ils sont dans le brouillard. Voilà. Là, si vous prenez l'entame à trèfle, que vous enlevez les atouts, d'accord, et que vous jouez carreau à blanc ou as de carreau, roi de carreau et carreau, dans les deux cas, vous montrez à vos adversaires que vous avez l'intention d'affranchir vos carreaux. Voilà. Et pourquoi faire? Bah, pour défausser une perdante du mort. Et pour défoncer une perdante à quoi? À cœur. Bon. Donc vos adversaires, même s'ils sont quatrième série trèfle, ils vont jouer cœur. Oui, bon. Et sauf miracle, vous allez perdre 3 levées de cœur. Voilà. Donc il faut leur donner la main à un moment donné où ils ne savent encore rien. Voilà. Et là, sur cette donne, c'est la première levée. Parce qu'à la première levée, ben, même s'ils sont champions du monde, ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe, parce que vous ne leur avez pas dévoilé vos intentions. Vous voyez, ils sont dans le brouillard. En plus, ils voient un mort complètement plat, vous avez fait une enchère ou indiqué une main régulière, donc a priori, pas de méfiance, ils vont plutôt faire un flanc neutre. Oui. Alors tiens, je m'aperçois que j'ai mis 2 fois le dos de cœur sur la diapositive. Voilà. On va mettre 4. Non, pas le 4, je l'ai aussi. Voilà, le 5. Ah oh voilà. Ça me choque quand il y a 2 fois le 2 de cœur. Voilà. Et donc, vous voyez, donc c'est des coups qui sont vraiment des coups difficiles, mais on peut y arriver. D'ailleurs, il y a quand même plusieurs d'entre vous qui ont trouvé la solution. Voilà. Donc ça va vous arriver assez souvent. Et je dirais c'est presque encore plus beau les hold-up. C'est-à-dire gagner un contrat ingagnable, c'est plus beau que de gagner un contrat sur un double squeeze. Hein. D'accord? Voilà. Bon, sur ces bonnes paroles, je vais vous rendre la parole. Et est-ce que vous avez des questions? Voilà, hop, je finis et je vous montre les 4 jeux. Oui. Là, par exemple, vous voyez les 4 jeux. Votre adversaire de gauche, As-Dame de cœur, c'est impossible pour lui de jouer cœur à la fin. C'est absolument impossible. D'accord? Il ne peut pas y arriver, il ne peut pas trouver. Il n'a aucun moyen de savoir que son partenaire a le roi de cœur. D'accord? Voilà. Donc c'est impossible à pareil. Ok? Bon. Si vous avez des questions, ben c'est le moment. Je vous ai rendu vos micros, vous pouvez les réouvrir. Et puis encore toutes mes excuses pour le pataugeage du début. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Où est passé mon fichier que j'avais préparé? C'est un mystère. Voilà, c'est le mystère de l'informatique, on va dire ça. C'est le petit corrigan qui est planqué dans mon ordinateur qui m'a détruit mon fichier. Bon, bah écoutez, voilà. Donc, sinon, bah, je vous donne rendez-vous lundi prochain. Il y a éventuellement jeudi, si ça vous intéresse, une conférence sur l'ouverture de 2 trèfles fort indéterminés. Et donc, quand on l'utilise, quand on ne l'utilise pas, c'est surtout ça. Et puis, qu'est-ce qui se passe si l'adversaire intervient? Et aussi un système moderne de réponse, parce que je déteste le système de réponse de 2 carreaux systématiques, qui a le mérite d'être simple, mais à part ça, c'est le seul mérite qu'il a, parce que sinon, ça pose quand même des gros problèmes dans les développements, et en particulier, ça nous interdit d'ouvrir de 2 trèfles, certainement à base de trèfle ou de carreau, et donc on est obligé de faire des faux bicolores, enfin bref, c'est des trucs absolument épouvantables, et qu'on peut améliorer grandement en changeant le système de réponse sur l'ouverture de 2 trèfles. Voilà.
Si ça vous intéresse, ben, vous pouvez encore vous inscrire pour cette conférence de jeudi matin. Voilà. Et puis sinon, ben, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis après, sinon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi un stage de 3 jours début mars. Et puis le simultané qui va enfin devrait pouvoir se faire sur la nouvelle plateforme RealBridge, parce qu'on n'avait pas le droit de le faire le mois dernier, en février, au niveau des simultanés. C'était pas encore au point. Maintenant, en principe, ça y est. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Travaillez bien tout ça.